Alors, tu remarques quelque chose de bizarre? Récemment, il y a eu des changements alarmants dans les niveaux d'eau de différentes parties du lac Yellowstone. En même temps, le niveau de l'eau peut monter d'un côté du lac et baisser de l'autre. Oh! On dirait que le bassin du lac est soulevé par des forces souterraines. Cela peut-il être le signe d'une catastrophe imminente? Geysers, mares de boue et sources chaudes transforment le parc national de Yellowstone en un monde extraterrestre. Et toutes ces merveilles sont alimentées par un puissant supervolcan. Les supervolcans produisent des super-éruptions. Lorsque cela se produit, ils projettent dans l'air plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz chaud. Pour mieux l'imaginer, 4 super-éruptions pourraient remplir le Grand Canyon à ras-bord. On pense que le géant de Yellowstone est responsable d'au moins 3 énormes éruptions et d'innombrables autres plus petites. Dans cette région, les dépôts volcaniques sont dispersés sur des dizaines de milliers de kilomètres. Les scientifiques pensaient qu'ils avaient été créés par de nombreuses éruptions de faible intensité. Mais après avoir approfondi leurs recherches, les experts ont découvert que ces dépôts avaient été laissés par 2 super-éruptions inconnues jusqu'alors. Celles-ci ont probablement eu lieu il y a environ 8,7 à 9 millions d'années. Cette découverte signifie que la zone entourant le volcan de Yellowstone était confrontée à une super-éruption tous les demi-millions d'années. Mais au cours des 3 derniers millions d'années, le point chaud n'a connu que 2 super-éruptions. Cela laisse croire aux scientifiques que ces événements catastrophiques ralentissent. Ou peut-être que l'un d'entre eux est en retard. Quoi qu'il en soit, si le supervolcan de Yellowstone explosait avec autant de puissance qu'il y a 2,1 millions d'années, il cracherait plus de 2450 km3 de lave en fusion. C'est plus de 4500 fois le volume de la baie de Sydney. Cela fait beaucoup de lave. Que cela se produise ou non est une autre question. Il ne fait aucun doute qu'il se passe quelque chose avec ce volcan. Les changements de niveau d'eau dans le lac Yellowstone signifient que la caldeira se soulève sous la surface. Et la caldeira est ce qu'il reste après l'éruption et l'effondrement d'un volcan. La caldeira de Yellowstone ne se contente pas de monter, créant une élévation en forme de dôme. Elle se déplace également de haut en bas dans une sorte de mouvement de respiration. C'est peut-être parce que le magma s'infiltre dans la croûte ou parce que ce magma réchauffe le système hydrothermal de Yellowstone, le faisant se dilater et soulever la croûte. Yellowstone a le statut de volcan actif. Son indice d'explosivité volcanique est de 8 sur 10. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, ce serait un événement apocalyptique. Juste avant la catastrophe, le sol autour du parc national se soulèverait. Les bassins géothermiques et les geysers atteindraient des températures bouillantes et deviendraient plus acides que d'habitude. Le magma commencerait à monter vers la surface. À un moment donné, le toit rocheux de la chambre magmatique ne pourrait plus résister et l'explosion se produirait. Une colonne massive de lave et de cendres s'élèverait à une hauteur de plus de 26 km. Après cela, le volcan continuerait de pomper des cendres pendant des jours. Le mélange de lave, de cendres et de gaz excéderait les 1000 degrés Celsius. Il se déplacerait à travers la région à une vitesse de 483 km/h, plus vite qu'une voiture de course. L'air près du centre de l'éruption s'échaufferait alors jusqu'à 300 degrés Celsius. L'une des conséquences les plus dangereuses serait les retombées de cendres. Les cendres volcaniques peuvent se transformer en ciment vitreux seulement quelques secondes après avoir été inhalées et être entrées dans les poumons. Les gens et les animaux auraient des problèmes pour respirer. Bon, oui, c'est un euphémisme. Les bâtiments commenceraient à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il ne faudrait que quelques jours pour qu'une couche de cendres de 3 mètres recouvre un territoire d'environ 80 km autour du centre de l'éruption. Une fois que les cendres auraient atteint la stratosphère, les températures commenceraient à baisser partout dans le monde. Si l'éruption était riche en soufre, un écran solaire efficace, il ferait tellement froid qu'il n'y aurait pas d'été dans le monde entier pendant les années à venir. Les saisons des moussons changeraient. L'agriculture serait confrontée à de graves problèmes. Il y aurait des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Au cours des 50 dernières années, la caldeira de Yellowstone s'est élevée de près d'1 mètre. Cela ne devrait pas t'alarmer pour autant. Les experts sont certains qu'il s'agit d'un comportement naturel pour Yellowstone. Les périodes d'élévation en forme de dôme sont suivies d'un abaissement de la caldeira. Les scientifiques pensent que le supervolcan ne présente aucun danger pour le moment. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être fondu à au moins 50%.
Dans le cas de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. La probabilité d'une éruption est donc d'1 sur 730 000. Ça devrait aller du coup. Mieux encore, une étude récente a amené les chercheurs à penser que ce point chaud pourrait être actuellement en déclin. Et ce, malgré toute l'activité de respiration et d'élévation de dômes. Pourtant, il y a eu des tas de discussions sur ce que les gens pouvaient faire pour empêcher cette super éruption désastreuse de se produire. L'idée la plus populaire, et apparemment la plus efficace, était de refroidir le supervolcan de Yellowstone. Malheureusement, il y a un hic. Le volcan ne laisse échapper que 70% de la chaleur qui provient de ses chambres remplies de magma. Mais le reste de la chaleur reste à l'intérieur. Dès qu'elle atteint un certain seuil, le volcan entre en éruption. S'il était possible d'extraire au moins 35% de la chaleur du volcan de Yellowstone, l'éruption pourrait être évitée. Plus le magma est froid, plus il devient épais et collant. Il cesse d'être aussi fluide et n'essaie plus de remonter à la surface. Après avoir considéré ces faits, les scientifiques de la NASA ont proposé un plan. Ils ont suggéré de forer un puits d'environ 10 km de profondeur et d'y pomper de l'eau froide sous pression. La température de l'eau qui remonterait à la surface serait d'environ 350 degrés Celsius. De cette façon, la chaleur serait progressivement extraite du volcan. Et si une centrale géothermique était construite sur le site, elle produirait beaucoup d'énergie électrique. Elle serait très simple à produire et son prix serait très attractif, environ 10 centimes par kilowattheure. À première vue, c'était une idée formidable, mais quelques temps plus tard, elle a commencé à faire l'objet de nombreuses critiques. Imagine un forage dans la croûte terrestre de plus en plus profond, et puis, bam, tu tombes sur une poche hypothermique. Oh non, prépare-toi pour une catastrophe. Cela peut libérer des gaz susceptibles de provoquer une série d'explosions surpuissantes. Dans le pire des cas, cela peut même déclencher une éruption volcanique à grande échelle. Tu connais déjà ses conséquences catastrophiques, des fontaines de lave et des avalanches de roches en fusion, allant jusqu'à des changements climatiques dans le monde entier. Oui, ça fait pas tellement envie. Ou alors, mettons que tu sois en train de forer un puits pour amener de l'eau froide au volcan. Et là, tu touches accidentellement sa chambre magmatique. Dans ce cas, au lieu de refroidir le géant, tu vas rendre le sommet de la chambre magmatique beaucoup plus fragile qu'il ne l'était. Et l'ensemble de la construction risque de s'effondrer à tout moment. Et n'oublie pas que ton forage peut aussi libérer des gaz toxiques. Ils s'accumulent souvent au sommet du réservoir rempli de magma. Cela pourrait-il être pire ? Eh bien, oui. De plus, s'étendrait sur plus de 16 000 ans. Cette méthode est probablement trop risquée pour refroidir le volcan aussi vite que les gens le souhaiteraient. Et les scientifiques ne sont même pas sûrs à 100% qu'une fois la construction du système de refroidissement terminée, le volcan resterait froid pendant au moins 100 ans. Enfin, le projet visant à refroidir un peu plus le supervolcan de Yellowstone coûterait la somme astronomique de 3,5 milliards de dollars. Un prix colossal pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner du tout. À propos, Yellowstone n'est pas le seul volcan dont le dôme de lave se soulève en ce moment. Les dômes de lave sont créés lorsque le magma atteint la surface et s'accumule autour de la cheminée. Les scientifiques en ont trouvé un à l'intérieur d'un volcan sous-marin au Japon. Ce dôme fait plus de 610 mètres de haut et plus de 10 km de large. Même si le supervolcan japonais semble endormi, les experts ne baissent pas leur garde. Un système volcanique peut passer d'un état calme et docile au bord de l'éruption en un clin d'œil. Un autre dôme massif se développe dans les Andes centrales, au sommet de la plus grande réserve de magma actif de la planète. Le plateau de l'Altiplano Puna, où le dôme a été découvert, est le deuxième plateau le plus élevé du monde. Et le dôme lui-même fait 1 km de haut. Tu pourrais te demander comment il se fait que les experts n'aient rien su de cette énorme élévation jusqu'à récemment. La réponse est simple, elle était cachée au sein du plateau même. C'est une région aride, parsemée de volcans, et elle s'étend sur des milliers de kilomètres. Quelle soirée de folie! Tes amis et toi sortez de boîte et appelez un taxi. 10 minutes plus tard, vous arrivez tous dans vos maisons respectives. Tout en discutant avec tes copains, tu t'aperçois que les lampadaires sont déjà éteints. Bien qu'il soit 3 heures du matin et qu'il fasse encore nuit dehors. Mais peu importe. Le taxi te dépose chez toi et s'en va à toute allure. L'allée est également sombre. Tout le monde dort à cette heure-ci.
Tu marches jusqu'à ta porte d'entrée. La lumière sensible au mouvement ne s'allume pas. Ça, c'est étrange. L'ampoule a dû griller. Tu hausses les épaules et cherches tes clés dans le noir. Les voilà. Maintenant, tu fais le moins de bruit possible pour ne pas réveiller tout le monde. Tu n'allumes pas les lumières dans le couloir, tu enlèves tes chaussures et files aux toilettes sur la pointe des pieds. Il ne te reste plus qu'à prendre une bonne douche après une nuit de folie à danser et transpirer. Tu appuies sur l'interrupteur de la lumière et rien. La lumière ne s'allume pas ici non plus. Ce n'est pas une coïncidence. Tu songes brièvement à aller au sous-sol et à utiliser le générateur diesel, mais tu laisses vite tomber l'idée. C'est bien trop bruyant. Bon tu vas te laver dans le noir, tant pis. Tu ouvres le robinet du bain, mais il fait un bruit bizarre et laisse échapper quelques gouttes crasseuses, puis il s'arrête. Génial! Pas de lumière, pas d'eau. Ou comment finir la soirée sur une note positive? Ennuyé, tu montes dans ta chambre, en faisant attention à ne pas marcher sur ton chat en chemin, et tu te vautres sur ton lit sans même te déshabiller. À quoi bon, hein? C'est le matin. Tu te réveilles en te sentant tout crasseux, les vêtements te collent au corps, tu as désespérément besoin d'une douche, maintenant. Tu descends dans la salle de bain, tu appuies sur l'interrupteur sans réfléchir et tout te revient. Il n'y a toujours pas de lumière. Tu vérifies à nouveau le robinet, là non plus, rien de neuf. Tout simplement génial. Bon, il est déjà 11 h du matin, alors direction le générateur. Tu vas au sous-sol et tu verses du carburant dans le réservoir, puis tu l'allumes. Il commence à faire beaucoup de bruit, mais au moins il fonctionne. Cela signifie que tu as de l'électricité maintenant. En remontant, tu vois que ta mère est réveillée. Tu lui expliques ce qui se passe et tu sors au magasin du coin pour aller chercher de l'eau en bouteille. Sur le chemin, tu croises un de tes voisins. Il porte un bidon d'eau de 4 litres dans chaque main. Très vite, tu réalises que tout le monde semble avoir le même problème. Pas de lumière, pas d'eau. Tu vois même de loin une longue file à l'entrée du magasin. Tu dois attendre 20 minutes avant ton tour et tu prends 2 bidons de 4 litres. La caissière t'informe d'une voix fatiguée que les paiements par carte ne sont pas possibles en raison d'une panne de courant. Alors tu es obligé de payer en espèces. Tu lèves les yeux au ciel et lui donnes un billet de 5 €. C'est sûrement un désagrément temporaire, rien de plus. Tu repars avec tes bidons. Cela fait maintenant 1 mois complet sans électricité ni eau du robinet. Ce qui a commencé comme une simple nuisance se transforme maintenant en un véritable désastre. La plupart des lieux publics sont fermés, ainsi que les usines et même les écoles. La télévision ne fonctionne pas non plus, évidemment, et beaucoup de gens sont au chômage. Tu as dû abandonner tes études pour aider tes parents dans le jardin. Ils font pousser leurs propres légumes. Mais ce qui t'inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle de ce qui se passe. Les gens commencent à se rassembler en communautés proches pour s'entraider. Beaucoup de ceux dont le travail était lié aux ordinateurs et aux machines apprennent maintenant à survivre par eux-mêmes, sans les commodités modernes. Mais même les agriculteurs ont eu du mal. Ils essaient d'utiliser les machines avec parcimonie en économisant le carburant, et leur travail est devenu de plus en plus difficile. L'eau en bouteille devient aussi un luxe. Les prix ont grimpé en flèche ces dernières semaines, et si la situation ne s'améliore pas rapidement, seule une minorité de personnes triées sur le volet aura accès à de l'eau propre. À la maison, tu n'allumes le générateur diesel que lorsque c'est nécessaire, pour cuisiner ou faire un nettoyage rapide une fois tous les quelques jours. Le reste du temps, tu n'utilises pas du tout d'électricité. Tu commences à t'habituer à te réveiller à l'aube pour profiter au maximum de la lumière du soleil pendant la journée. Quand le soleil se couche, impossible de faire quoi que ce soit dans l'obscurité. Alors soit tu files dormir après une dure journée de travail, soit tu allumes une bougie et tu lis un bon vieux livre. La moitié d'une année s'est écoulée, rien ne change. On ne sait toujours pas ce qui a causé la panne, et les gens qui sont partis en expédition dans d'autres villes reviennent avec les mêmes nouvelles de partout. Le problème semble être mondial. En vous habituant à votre nouveau mode de vie, toi et tes parents avez réorganisé votre foyer. Vous avez quelques vaches et plusieurs poules pour le lait et les œufs. Et votre jardin est maintenant un vrai jardin avec des concombres, des pommes de terre, des tomates et même des pommes qui poussent sous votre surveillance.
Mais obtenir de l'eau pour boire et jardiner est une véritable épreuve. L'eau en bouteille est devenue trop rare et extrêmement chère, si bien que tu dois maintenant aller à la rivière à 10 km de là. Au début, tu t'y rendais en voiture en prenant autant de bouteilles et de bidons que possible. Mais au bout de quelques mois, tu es arrivé à court d'essence. Alors maintenant, toi et ton père, faites l'aller-retour à pied. Au moins, vous disposez d'un chariot, ce qui vous permet de transporter plus que vous ne le feriez à main nue. Mais le voyage dure quand même la plus grande partie de la journée. La ville est devenue une communauté très amicale et solidaire. Les voisins s'entraident tout le temps et il est devenu courant d'organiser des barbecues avec tout le quartier. Chacun apporte sa propre nourriture pour contribuer et ceux qui ne sont pas encore habitués à la vie naturelle ramènent chez eux quelques marchandises pour se remplir le ventre pendant plusieurs jours. Bien que tu vives à la périphérie, presque à la campagne, il est encore curieux de constater à quel point le calme règne sans les voitures qui passent. Pourtant, un autre son a remplacé les moteurs, des sabots qui retentissent le long de la route. De plus en plus de gens montent à nouveau à cheval pour se déplacer. La ville elle-même est devenue presque vide. Les gens quittent leurs appartements pour aller vivre à la campagne et beaucoup d'entre eux doivent s'unir en groupes soudés pour survivre sur les parcelles de terre qu'ils se sont procurées. Les meilleurs points d'eau se trouvent bien évidemment sur les rives de la rivière. C'est là que la plupart des citadins se sont concentrés. Certains ont essayé d'organiser des comptoirs et de vendre l'eau de la rivière, mais ils ont vite été mis à mal. Le libre accès à l'eau a été donné à tout le monde. C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Papa et toi avez échangé de la viande et des légumes contre un joli bouquet de roses blanches et de quelques fraises, ses préférées. C'est la 4e fois que tu fêtes ton anniversaire dans ce nouveau monde. Cela fait 4 ans et demi que tu vis de la terre et les choses se présentent mieux que jamais. Ton père a parlé à la communauté et aux anciens habitants de la ville au bord de la rivière et ils ont accepté de participer à la construction d'un système d'irrigation. Vous avez creusé 3 canaux qui ont permis d'arroser les cultures de tout le monde et qui retournent ensuite au cours d'eau principal. Maintenant, plus besoin de parcourir 20 km tous les 2 ou 3 jours. De plus, les gens du quartier ont organisé des cultures communes et vous travaillez sur votre parcelle tous les jours, semant, labourant et récoltant. Ensuite, la récolte est répartie entre tous les habitants en fonction de la taille de leur ménage. Avec ce système, personne n'est laissé de côté, même s'il ne peut pas travailler dans les champs. Étonnamment, tu as pris goût à ce mode de vie. Tu te souviens à peine de ce que c'était que d'avoir un smartphone ou de regarder la télévision. Mais tu aimes le chant des oiseaux tous les soirs et travailler au grand air tous les jours. Bien que cela ait été difficile au début, tu es maintenant bronzé et musclé et ta santé physique et mentale se sont améliorées. Plus besoin de respecter les échéances ni de se presser. Ta vie est désormais paisible et tu as un but simple, vivre et aider les autres. Tu n'as pas non plus oublié tes amis et tu viens souvent les voir. Ils viennent t'aider sur le terrain et le soir, vous dînez ensemble, jouez aux cartes et chantez des chansons autour du feu. Pour autant que tu le saches, la vie n'a jamais été aussi simple et satisfaisante. Personne ne sait encore ce qui s'est passé, mais en fin de compte, cela semble être pour le mieux. Un autre truc complètement dingue m'est arrivé récemment. C'était un dimanche matin et j'ai fait frire des œufs pour le petit déjeuner. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'étais pas sûr si c'était les œufs ou moi. Tu as déjà goûté des œufs au plat, pas vrai? Ils ont normalement le goût de l'œuf. Mais cette fois, en plus de l'œuf, j'ai pu sentir le goût du citron, du yaourt à la vanille et même du papier. Et ce n'est pas aussi bon que tu pourrais le penser. Le yaourt est bon en lui-même, mais avec les œufs, c'est dégoûtant. Quelle qu'en soit la raison, j'ai décidé que ça ne me dérangeait pas de prendre un thé ce jour-là. Mais dès lors que j'ai essayé, j'ai tout recraché. C'était quoi ça? Une cuillère de poivre noir là? J'avais besoin de boire de l'eau le plus vite possible. J'ai pris un verre et heureusement, c'était juste un verre d'eau ordinaire. J'ai essayé de manger des fraises, mais en plus du goût normal de la fraise, elles avaient un fort goût de piment. Pas la meilleure des combinaisons pour être honnête. Il semblait que quelque chose était arrivé à toute la nourriture de la maison. J'avais aussi un jus d'orange, alors j'en ai bu un verre. Étonnamment, le goût était très bon. Soudain, j'ai eu une idée bizarre. Est-ce que je goûtais les couleurs? C'était tellement dingue et étrange que j'avais besoin de vérifier cette théorie immédiatement. Je l'admets, j'ai léché l'arrière-blanc de mon téléphone portable. Il avait vraiment le goût du yaourt à la vanille.
tout comme l'œuf. C'était donc vrai, je pouvais goûter les couleurs qui se mélangeaient avec le goût original de chaque aliment et le bousillais. Je voulais aller chez le médecin, mais même si ce nouveau super-pouvoir était bizarre, c'était quand même un peu excitant. Aussi, je ne pouvais pas attendre de savoir quels étaient les autres goûts. Alors je suis allé dans un supermarché et je me suis acheté un paquet de feutres. Je suis arrivé à la table, j'ai ouvert le jaune et je l'ai léché. Il avait le goût du citron. Alors j'ai léché chacun d'eux et j'ai fait une liste. Le rose avait un goût de fraise, le rouge c'était du chili, l'orange c'était une orange. Le bleu était très amer, le bleu clair était salé et le violet c'était de la myrtille. Le noir était du poivre noir, le beige de la noix de muscade, le gris du papier et le vert avait un goût de vomi. Bilan, je ne mange plus de nourriture verte à partir de maintenant. Pas que cela m'attriste particulièrement qu'on se le dise. Il ne me restait plus qu'une couleur, le marron. J'étais très réticent à essayer, mais il fallait que je trouve une solution. À mon grand soulagement, il avait un goût de café. Je n'aime pas le café, mais ça pourrait être pire. Je savais que je devais aller voir mon médecin, mais j'avais envie de vivre avec ce super pouvoir un peu plus longtemps. Ça ne t'arrive pas tous les jours, tu sais. J'ai donc décidé d'aller chez le médecin le lendemain. Et puis aujourd'hui, il fallait que j'apprenne à vivre avec cette capacité. Je devais éviter de mettre dans ma bouche tout ce qui était noir, gris, bleu et vert. Pas seulement la nourriture, mais aussi la vaisselle et les couverts. Et je devais trouver quels aliments je pouvais manger, car je n'aimais pas les fraises qui avaient le goût de piment. Je suis donc allé au magasin pour acheter des plats transparents. En marchant, je réfléchissais à mon menu du jour. Le jus d'orange, ça passe. Yaourt à la fraise, à la vanille et au citron aussi. Je pourrais faire une salade de fruits avec de la mangue, des framboises et des raisins, des bananes et du yaourt. Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. En me mordant la lèvre, je me suis rendu compte qu'elle avait un goût de fraise. Dans le magasin, il était assez facile de trouver un bol transparent, mais les cuillères et les fourchettes posaient problème. Je pense que j'ai dû me taper tous les magasins de la ville avant de trouver mon bonheur. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai découpé tous les fruits et j'en ai préparé une belle salade. Je n'avais pas beaucoup mangé ce matin-là, comme tu t'en souviens. Honnêtement, c'était la meilleure salade de tous les temps. J'ai économisé de l'argent puisque je n'ai pas eu à acheter des baies, des oranges et des citrons, mais le goût était là. Alors que je dégustais mon repas, le téléphone a sonné. C'était ma grand-mère et elle m'invitait à dîner ce soir-là. J'ai essayé de lui dire que je ne pouvais pas venir, mais elle ne voulait rien entendre. Ah, les grand-mères! Tu sais qu'il est impossible d'éviter un repas quand elles veulent te nourrir. Alors elle m'a dit qu'elle ne voulait pas entendre d'excuses et que je devais être chez elle à 18h tapante. Cela signifiait que je ne pouvais pas attendre jusqu'au lendemain. J'ai dû aller chez le médecin sur le champ et me débarrasser de ce super pouvoir avant que ma grand-mère ne me fasse manger du vomi et boire du thé au poivre noir. J'ai vérifié l'heure, je ne disposais que de 20 minutes avant que mon médecin ne s'en aille et le centre médical était à plusieurs pâtés de maison. J'ai fini ma salade et je suis sorti de l'appart en courant. Je suis arrivé à la clinique 5 minutes avant la fermeture du cabinet et j'ai demandé à mon médecin s'il pouvait me voir parce que j'avais une urgence. À mon grand soulagement, il a accepté. Quand je lui ai expliqué que je pouvais goûter les couleurs, il m'a regardé d'un air perplexe et a probablement pensé que c'était une farce stupide. Je lui ai alors raconté toute l'histoire. L'œuf au plat pour le petit déjeuner et comment j'ai acheté et goûté tous les marqueurs. Que le violet était une myrtille et le vert n'était pas comme une pomme comme il aurait pu le penser. Que j'ai passé des heures à essayer de trouver une cuillère et une fourchette transparentes. Pour être honnête, dans ma tête, cela sonnait mieux et avait beaucoup plus de sens. Le médecin était silencieux et un peu méfiant. Il a pris ma température, ma tension artérielle et a regardé dans ma bouche. « Alors, vous avez mangé des marqueurs ?» a-t-il dit en souriant. Oups, je suppose que ma langue avait la couleur d'un arc-en-ciel. Ça ne semble vraiment pas normal pour un adulte. Le docteur ne m'a évidemment pas cru. Alors il m'a juste laissé partir en me recommandant une bonne nuit de sommeil. J'imagine que j'étais coincé avec ça. Et j'ai dû aller voir ma grand-mère. Malheureusement, il n'y avait pas moyen qu'elle me donne du yaourt à la fraise pour le dîner. Je suis rentré à la maison pour récupérer mes nouveaux couverts, pour au moins ne pas avoir le goût de papier quand je mangeais avec la fourchette en métal gris de ma grand-mère. J'avais encore quelques heures, alors j'ai fait quelques recherches sur Google, mais je n'ai toujours pas trouvé de solution. Je me suis dit que je pourrais peut-être m'en débarrasser en buvant, alors je me suis enfilé 4 litres d'eau. Mais cela n'a pas aidé. Alors je suis allé chez mamie en traînant des pieds. Je ne pouvais pas poser un lapin à ma grand-mère. Elle était si contente de me voir et m'a annoncé qu'elle m'avait préparé mes crêpes au brocoli préférées spécialement pour moi.
Oui, peut-être qu'hier elles avaient été mes préférées, mais ce n'était définitivement plus le cas aujourd'hui. J'ai essayé de lui dire que je n'avais pas faim et que je pourrais juste boire un peu de jus d'orange. Mais bien sûr, elle n'a rien voulu savoir. Elle m'a donné une assiette avec 5 crêpes et une tasse de thé noir. Soudain, j'ai eu une idée pour me débarrasser au moins du goût du poivre, en mettant un morceau de citron dans le thé. Il deviendrait marron. Ainsi, ça serait un café-thé au lieu d'un thé au poivre. J'ai eu de la chance, ma grand-mère avait du citron. Alors le problème du thé a été résolu. Mais le pire, c'était les crêpes. Et ma grand-mère me regardait tout enthousiaste et contente. Il fallait que je mange. Je m'efforçais de contrôler mon expression faciale et d'avoir l'air super heureux, comme si je mangeais la meilleure nourriture de la planète, même si c'était le repas le plus épouvantable de ma vie. Et oui, je buvais beaucoup de mon café-thé. Enfin, 3 tasses. Mais quand j'ai fini et que j'ai remercié ma grand-mère, elle était tellement heureuse que j'ai compris qu'avoir mangé du vomi en valait la peine. Il s'est avéré que ma mamie avait un yaourt à la vanille, alors j'ai mangé tout ce qu'elle avait pour me débarrasser du goût que j'avais encore dans la bouche après les crêpes. En rentrant chez moi, en me mordant la lèvre à la fraise, je réfléchissais. Je devais trouver un plan pour me débarrasser de cette capacité. Mais je ne pouvais penser à rien, alors dès que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, même s'il n'était que 21h. J'ai dormi pendant 11 heures et le lendemain matin, je me suis fait une salade de fruits avec du yaourt. Une fois de plus. Je suppose qu'à partir de ce moment, c'était parti pour être le repas du reste de ma vie. Je le mangeais avec ma fourchette transparente et je regardais une émission de télé quand j'ai soudain réalisé que je ne pouvais pas y percevoir le goût du citron et pas d'orange non plus. Je me suis mordu la lèvre et elle n'avait plus de goût. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert le frigo pour prendre mes fraises. J'en ai mangé une et elle avait le goût d'une fraise normale, pas de piment. Tout était redevenu normal, comme si de rien n'était. Mais je jure que c'est arrivé. Vraiment. Au moment où la Terre sera coupée en 2 moitiés, la quasi-totalité des êtres vivants disparaîtront. Aucun film n'a jamais décrit une telle apocalypse. L'atmosphère sera touchée, le champ magnétique modifié et l'aspect de notre planète complètement transformé. Mais la Terre aura l'occasion de se renouveler entièrement et la vie, tel un phénix, renaîtra de ses cendres. Pour couper la planète en 2, un laser super puissant sera nécessaire. Il recevra son énergie directement du Soleil, l'arme sera envoyée dans l'espace à bord d'une fusée et voyagera à des milliers de kilomètres de notre monde. Une fois à destination, il se déploiera pour exposer ses panneaux à sa source lumineuse. Le laser absorbera et concentrera les rayons du Soleil. Ensuite, un puissant faisceau d'énergie, du diamètre de plusieurs villes, sera projeté sur le centre de la planète. En raison des températures extrêmes, les océans traversés par le faisceau se mettront à bouillir et s'évaporeront. Ces vapeurs se transformeront en de vastes nuages d'orage dans le ciel. Un vent puissant les poussera au-dessus des continents, de fortes pluies tomberont, inondant non seulement les villes, mais des pays entiers. Avec le déplacement des plaques tectoniques, les mers se soulèveront pour former de terribles tsunamis. Et d'énormes vagues s'écraseront sur les côtes. La Terre a donc été coupée en 2, et ce n'est que le début. La structure de la planète, ou plutôt de chacune de ses moitiés, est en train de changer. De forts tremblements de terre se produisent partout dans le monde. Les pires catastrophes se produisent près de la ligne de faille. Des milliards de tonnes de terre commencent à s'effondrer. Des glissements de terrain énormes entraînent des villes entières. Des morceaux de la Terre de plusieurs milliers de kilomètres de large sont projetés dans l'espace. Les créatures qui vivaient sur ces fragments sont emportées elles aussi. Certaines retombent sur la moitié de la planète dont ils sont le plus proches. Imagine un rocher de la taille d'une ville tombant du ciel. Maintenant, représente-toi des centaines, voire des milliers de ces pierres. Seuls ceux qui vivent loin de la ligne de fracture ont une chance de survivre. Mais même là-bas, les tremblements de terre détruiront les maisons. Et la Lune commencera aussi à projeter des débris. Ces éclats, tels une pluie de météorites, tomberont sur les 2 moitiés de la Terre et leur impact sera d'une violence inouïe. Ces explosions provoqueront des incendies. Le ciel sera rempli de cendres et tant qu'elles ne seront pas dissipées, nous ne pourrons pas voir le Soleil. Les 2 parties de la planète s'éloignent maintenant l'une de l'autre. Au milieu d'elles, le cœur brûlant de notre Terre est exposé. Ce noyau est composé de métaux en fusion. Chaque moitié du noyau exude une énergie comparable à celle d'une étoile. Entre les 2 moitiés de la Terre, les températures sont si hautes que rien ne peut y survivre. Tout objet qui entre dans cette zone tombe immédiatement en cendres.
La masse au niveau du noyau étant beaucoup plus importante qu'au niveau de la surface, la gravité y est aussi nettement supérieure. Le noyau attire tout ce qui s'en approche. Impossible de voyager d'une moitié à l'autre de la Terre. Les navettes n'ont aucune chance de résister à cette force. Les deux parties du globe vivent maintenant séparément. Normalement, le noyau est ce qui crée, en tournant, le champ magnétique de la planète. Ce champ est un bouclier qui nous protège du Soleil et de l'espace. Si ce bouclier est endommagé, les rayonnements solaires et cosmiques passent à travers l'atmosphère. Comme le noyau est lui aussi divisé, le champ magnétique de la Terre devient instable. Des coupures de courant surviennent sur les deux hémisphères. Micro-ondes, téléviseurs, bouilloires, feux de circulation, ordinateur, plus rien ne fonctionne. L'écran de ton ordinateur portable ou de ton téléphone se met à clignoter. Les vidéos se figent et la batterie épuise sa charge en 1 seconde. Les satellites cessent de fonctionner, ce qui signifie qu'il n'y a plus de GPS. Les ondes radio à haute fréquence, utilisées pour les communications, sont coupées et tu ne peux plus ni téléphoner ni envoyer de messages. En fait, toutes les centrales électriques se seront peut-être enfoncées sous terre ou auront été inondées en raison des séismes. Et il se peut donc qu'il n'y ait plus d'électricité du tout. Certaines personnes sont sensibles aux tempêtes solaires et souffrent de graves maux de tête. Si le champ magnétique est endommagé, le risque est grand que les créatures vivantes souffrent toutes de fortes migraines. Les scientifiques devront inventer des casques spéciaux pour protéger les gens du soleil. Pour une protection totale, il nous faudra vivre dans des villes souterraines. Les aiguilles des boussoles ne pointeront plus vers le nord, elles tourneront simplement dans toutes les directions. Les oiseaux deviendront fous, ils ne sauront plus où voler pour passer l'hiver, car le sud n'existera plus pour eux. Tous les animaux cessent maintenant de migrer. Dans le ciel, les avions ne peuvent plus s'orienter. Les plantes et les fleurs ne peuvent plus pousser naturellement à cause de l'augmentation du rayonnement solaire. Le bétail est sous-alimenté, la qualité des produits se détériore, la famine sévit. Les habitants des deux moitiés de la planète ne pensent plus qu'à survivre. Dans certains endroits plus proches de la faille, l'atmosphère terrestre est complètement détruite. Les conditions y sont désormais similaires à celles qui règnent dans l'espace. Il n'y a plus d'air, ni de chaleur. C'est seulement vêtu d'une combinaison spatiale que tu peux demeurer dans cette zone. Malheureusement, tu ne pourras ni sauter ni voler, car la gravité est toujours là. Par ailleurs, c'est la gravité qui constitue le salut de notre planète. En raison de la gravité, les deux parties de la Terre ne seront pas précipitées l'une sur l'autre. Au contraire, elles se tourneront autour et commenceront à se rapprocher. Dans 100 000 ans, les deux parties de la planète se reconnecteront et la Terre sera complètement renouvelée. Comme le noyau est fait de métal fondu, il formera à nouveau un seul cœur. Mais il faudra beaucoup plus de temps pour que la croûte terrestre elle-même se ressoude complètement. Une cicatrice se formera le long de la faille. Cette cicatrice sera recouverte de forêts et inondée par les océans. Mais il y aura encore de forts tremblements de terre à certains endroits. À ce moment-là, tous les êtres vivants auront probablement disparu. Sur notre planète, les conditions seront à peu près les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. Les mers et les océans seront en ébullition, la foudre frappera partout, les plaques tectoniques bougeront sans cesse et la lave s'écoulera des volcans en un flot rapide. La Terre ressemblera à une vaste marmite bouillonnante à l'intérieur de laquelle la vie apparaîtra progressivement. Comme la Terre aura diminué de taille et que le noyau n'aura pas beaucoup changé quant à lui, la gravité sera différente. Sur Terre, il sera plus difficile pour une personne ordinaire de marcher. On pèsera bien plus lourd. Dans de telles conditions, une nouvelle forme de vie jusqu'alors inconnue verra le jour. Aujourd'hui, l'atmosphère et les océans du monde sont pollués. La population augmente et les glaciers fondent. Dans l'avenir, les choses pourraient être bien pires encore pour notre planète. Dans 1000 ans, lorsque l'humanité aura maîtrisé le voyage spatial, nous pourrions décider de déménager. Nous commencerons à chercher d'autres planètes semblables à la Terre et nous trouverons peut-être une bonne candidate. Cependant, rien ne pourrait vraiment remplacer notre première demeure et l'humanité déciderait probablement de la guérir. Peut-être aurons-nous alors l'idée de diviser la planète en deux et de vivre d'un seul côté. Et au bout de 100 000 ans, notre Terre serait à nouveau saine et entière. Et si on divisait d'autres planètes? Comme elles ne possèdent pas de champ magnétique, elles ne seraient pas aussi affectées. Par exemple, Vénus et Mars n'ont ni mer, ni océan, ni lac. Certains scientifiques pensent qu'elles se sont asséchées lorsque le champ magnétique y a disparu. Cela a conduit à la destruction complète des atmosphères de ces planètes. Les vents solaires y ont soufflé si fort qu'il n'est plus resté aucun liquide à leur surface.
L'atmosphère terrestre nous protège de ces vents et nous sommes en sécurité. Il n'y aurait pas de cataclysme majeur sur les autres planètes, à l'exception des tremblements de terre. Comme sur Terre, les deux parties de ces mondes tourneraient simplement l'une autour de l'autre, puis elles se reconnecteraient. Oh mon Dieu! Tu te retrouves dans les mystérieuses ruines d'une ville antique. Tu es le seul membre de l'expédition qui a réussi à se rendre jusqu'ici. Tu marches dans un labyrinthe sombre quand tu actives accidentellement un piège. Un bruit étrange. Soudain, un énorme rocher se met à rouler vers toi dans le couloir. Tu cours aussi vite que tu peux en sautant par-dessus les débris. Un dernier saut et... Ouf! Cette pièce ressemble à une salle de trésor. Des pièces d'or et des pierres précieuses sont éparpillées partout. Tu écarquilles les yeux. Il y aurait assez d'argent pour vivre une vie de luxe pendant des décennies. Mais ce ne sont pas les matériaux brillants qui t'intéressent. C'est une vieille lampe qui se trouve dans les décombres. Dès que tu la ramasses, la lampe se met à trembler et un énorme génie en jaillit. Tu ne peux faire qu'un seul vœu. Et oui, un seul, parce que c'est un génie paresseux. Pas de problème, tu demandes tellement d'argent que tu ne pourras jamais tout dépenser. Le génie tape dans ses mains et disparaît. Ping! Une notification sur ton smartphone. Ton compte bancaire a été crédité de 1 0 0 0 0 0. Bon sang, ce chiffre ne tient même pas sur l'écran. Tu remontes à la surface et tu sors ton téléphone. Tu vas vérifier qui est l'homme le plus riche du monde désormais. Ah, te voilà en haut de la page. Encore une fois, le nombre se termine par 3 petits points. Il est temps de rentrer chez toi et de commencer à dépenser ton argent. La première chose sur la liste est un billet d'avion. Un espace supplémentaire pour les jambes? Non, pas assez cher. Un siège en première classe? Idem. Ton propre jet alors? Comme ceux qu'un cheikh arabe posséderait. Tu optes pour un énorme Airbus A380 transformé en jet privé. Il y a un escalier en colimaçon, un ascenseur, 4 salles VIP, une salle de concert, un hammam et un parking. Tu appuies sur le bouton payer et ton avion t'attend sur la piste d'atterrissage. Tu vérifies ton compte en banque et le nombre n'a même pas changé. Le génie ne t'a pas menti. En rentrant chez toi, tu te demandes comment dépenser ton argent sans fin. Une voiture? Une maison? Tu as besoin de plus de temps pour y réfléchir. Tu atterris dans ton pays et maintenant tu dois rentrer chez toi. Il n'est pas question de prendre le bus ou le taxi. Tu vas t'acheter une nouvelle Bugatti. Cette voiture est unique en son genre et coûte 18,6 millions de dollars. Ton petit appartement ne te convient plus, tu as besoin de quelque chose de plus grand. Un gratte-ciel. Le gratte-ciel le plus cher du monde est l'Abraj Al Bait en Arabie Saoudite, dont la construction a coûté 16 milliards de dollars. Mais tu dépenses 20 milliards de dollars pour battre le record. La construction a commencé, mais en attendant, tu as besoin d'un endroit pour vivre. Tu achètes un penthouse au 172 Madison Avenue à New York pour 100 millions de dollars. Tu as déjà dépensé 17 milliards de dollars, mais il semble que ton compte bancaire n'ait pas évolué. Tu t'ennuies et tu décides de te divertir en achetant les choses les plus chères du monde. Une montre avec un tas de diamants les plus rares du monde, 55 millions de dollars. Une autre voiture, cette fois une Ferrari old school d'une valeur de 70 millions de dollars. Elle est à toi. Une carte de baseball qui coûte plus de 3 millions de dollars? Pourquoi pas? Une peinture de 450 millions de dollars créée par Leonardo DiCaprio. Oups, par Léonard de Vinci. Dans ton panier aussi. Waouh, ce shopping est tellement épuisant. Il est temps de te détendre. Ce qui veut dire une île privée. 610 millions de dollars, c'est le prix d'une énorme île à Hawaï. Elle a la taille d'une grande ville et maintenant elle est à toi. Tu ne vas pas prendre ton vieil avion pour te rendre sur l'île, tu vas en acheter un nouveau. C'est un Boeing 747, le modèle que les présidents utilisent quand ils ont besoin de se rendre quelque part. 660 millions de dollars et il est tout à toi. Assis dans ton avion de luxe, avec un équipage d'hôtesses de l'air à ton service, tu te sens comme la personne la plus importante du monde. Et tu t'imagines déjà naviguer autour de ta nouvelle île. Mais tu as oublié d'acheter un yacht. Le plus cher du monde est plaqué or.
et abriterait apparemment des os de T-Rex dans la chambre. Il a fallu 3 ans et 10 tonnes d'or massif pour le construire. Et tu l'achètes pour presque 5 milliards de dollars. L'île semble déserte. Il n'y a rien d'autre ici que des plages dorées et une verdure luxuriante. Mais n'es-tu pas l'homme le plus riche du monde ? Tu décides de te faire construire un palais. Tu cliques sur un bouton et une réplique du palais de Buckingham à 3 milliards de dollars apparaît sur l'île, et un autre pour tes invités. Maintenant, tu fais le tour de ton île paradisiaque sur ton propre yacht. Mais ton visage n'a pas l'air heureux. Le divertissement pour les riches est plutôt ennuyeux. Tu regardes le ciel et tu penses à voler vers les étoiles. Et tu es là, debout sur la rampe de lancement près de la fusée qui va t'emmener dans l'espace. Tu as payé 52 millions de dollars pour le faire. Mais la station spatiale internationale semble n'être remplie que de laboratoires de recherche. Pas très excitant. C'est pourquoi tu construis une nouvelle station spatiale de 150 milliards de dollars avec beaucoup de choses amusantes et même un spa. Tu as déjà dépensé plus d'argent que toutes les personnes les plus riches de la planète. Mais ton compte bancaire n'a toujours pas changé. Ton imagination s'emballe. Mars. Tu dépenses encore 2,5 milliards de dollars et tu deviens la première personne à poser le pied sur la planète rouge. Du sable rouge, des montagnes escarpées, des cratères. Mais il n'y a rien à faire. Même pour toi, l'homme qui a une quantité d'argent illimitée. Alors tu claques la porte de ta fusée et tu rentres chez toi. Tous tes gratte-ciel sont déjà construits. New York avec ta maison au milieu a l'air très différente maintenant. Tu es allongé dans une chambre géante avec des sols en marbre, des vases chinois anciens et... une fontaine ? Ton argent peut tout acheter, mais tu te sens seul. Tu possèdes un autre gratte-ciel construit à côté du tien. Celui-ci est pour tes amis. Et un autre pour ta famille. Et bien sûr, ton chat adoré mérite aussi un penthouse privé. Tu n'as plus d'espace libre. Il est temps de construire ta propre ville. Tu choisis un endroit qui était autrefois un désert brûlant avec rien d'autre que du sable sur des kilomètres. Mais tu paies des trillions de dollars et tu fais construire une ville à partir de rien. Il y a une chaîne de restaurants avec ton nom dessus. Il y a des panneaux d'affichage avec ton visage dans les rues. Et une statue géante à ton effigie sur le plus haut bâtiment de la ville. La ville est presque vide. Mais tu traverses ces rues escorté par des agents de sécurité dans des voitures clinquantes. Pour le dîner, tu achètes le poisson le plus cher du monde. C'est du thon rouge qui t'a coûté 3 millions de dollars. Puis tu décides qu'il est temps de faire un film sur toi-même. Le film le plus cher jamais réalisé a coûté 400 millions de dollars. Tu paies 1 milliard de dollars et tu embauches les acteurs les mieux payés du monde. Mais quand le film est prêt, le seul public qui le regarde, c'est toi. Surtout parce que tu es dans ton cinéma privé. Quand le générique apparaît, tu commences à lancer du popcorn sur l'écran. Tu n'as pas apprécié le spectacle. Tu marches le long d'un couloir avec les tableaux les plus chers du monde. À côté d'eux, tu vois les trouvailles archéologiques les plus rares et... encore une fontaine ? Non, ça ne va pas. Tu as dépensé des milliards de dollars, mais tu n'es absolument pas plus heureux. Tu décides de retourner là où tout a commencé. Avec une torche à la main, tu retournes aux anciennes ruines. Il est là le trésor. Tu retrouves la lampe du génie là où tu l'avais laissée. Dès que tu la ramasses, le génie apparaît devant toi. Il se moque de toi parce que tu es tombé dans son piège. Il t'a donné une quantité infinie d'argent pour que cette richesse te rende fou. Mais tu sors ton téléphone et tu appuies sur le bouton « Faire don de tout ». À la seconde même, ton argent est versé sur des comptes d'associations caritatives dans le monde entier. Désormais, les scientifiques ont la possibilité de travailler sur de nouveaux traitements. Les écologistes ont trouvé plus de fonds à utiliser pour sauver notre planète. Et chaque personne sur Terre a maintenant assez de nourriture. Le génie se met en colère parce que tu l'as piégé. Il est sur le point de te frapper avec un éclair. Mais tu prends la lampe et tu y confines le génie pour toujours. Quand tu rentres chez toi et que tu allumes la télévision, tu vois ton visage sur toutes les chaînes. On te prend pour un héros, le sauveur de l'humanité. Tu reçois des milliers de lettres de remerciements de gens que tu as rendus heureux. Tu souris et tu te sens mieux aussi. Apparemment, aider les autres est la meilleure chose que tu puisses faire. Ah, quelle belle journée, n'est-ce pas ? C'est vrai, jusqu'à ce que, boum, la gravité disparaisse pendant 1 seconde.
Récapitulons les conséquences d'un tel événement de la plus petite à la plus grande. Nous allons commencer par toi. Oui, toi. Si la gravité disparaissait pendant une seule seconde, tu ne serais hélas probablement plus. Le problème, c'est que la gravité ne fait pas que te maintenir sur Terre. Elle maintient aussi l'ensemble de tous les atomes qui composent ton corps. Si cette force venait à disparaître complètement, même pendant un laps de temps aussi court, il y a de fortes chances que tu te désintègres tout simplement. Fichtre. Si ce n'est pas le cas, tu te mettras soudain à flotter au-dessus du sol. Mais ne t'inquiète pas, une seconde ne suffirait pas pour décoller très loin. Si la gravité cessait de fonctionner seulement pour toi, tu léviterais d'environ 3 cm, puis tu retomberais. Mais tes pensées seraient accaparées par le manque d'oxygène dans tes poumons, car sans gravité, ton sang ne pourrait plus circuler. Mais si le phénomène affecte aussi ton environnement, tu pourras te considérer heureux de ne pas être enfermé chez toi à ce moment-là, car tous les objets qui t'entourent se mettront également à flotter. Et au bout d'une seconde, tout est couvert, ton lit, tes armoires, etc. viendront s'écraser sur le sol. Heureusement, les immeubles et les arbres resteront probablement en place, étant donné qu'ils sont solidement fixés au sol. Mais tout sera bien chamboulé et ce sera à toi de nettoyer cette pagaille. Eh oui. Au fait, tu sais sans doute que notre planète tourne et fonce dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Il y a donc une chance que si la gravité disparaît, l'espace d'une seconde, tout ce qui se trouve à la surface de la Terre succombe à l'inertie et soit projeté horizontalement à des centaines de kilomètres à l'heure. Le désordre sera alors encore plus important, mais seulement si toute chose conserve sa masse. Si ce n'est pas le cas, il ne devrait y avoir aucun problème. Enfin, peut-être. Mais les vrais problèmes commencent si la gravité disparaît à l'échelle de la planète entière. La force de gravité est égale à la pression à l'intérieur de la Terre, et si la pression extérieure disparaît, rien n'empêchera la matière en fusion que renferme notre planète de jaillir à la surface. Les plaques tectoniques se soulèveront, ce qui produira un immense tremblement de terre sur l'ensemble du globe. Et tous les volcans du monde entreront probablement en éruption, car la lave sera soumise à une énorme pression. Si une telle méga-éruption survenait, aucune forme de vie ne pourrait survivre, sauf les plus robustes des créatures comme les tardigrades. Des nuages de cendres volcaniques se répandraient sur toute la planète, bloquant la lumière du soleil. Au début, les températures augmenteraient à cause de l'effet de serre, mais très vite, la planète se refroidirait et une nouvelle ère glaciaire commencerait. Sympa, hein? Tout cela arriverait même si la gravité revenait au bout d'une seconde, car le mouvement serait enclenché, et pas une force ne suffirait à l'arrêter. Au-dessus de toi, l'atmosphère de la Terre s'évaporerait tout simplement. L'air que nous respirons est également maintenu autour de la planète par la force de gravité. Du coup, si elle aussi disparaissait, nous n'aurions plus rien pour remplir nos poumons. Avec le retour de la gravité, l'atmosphère finirait par se reconstituer, mais le mal serait déjà fait. L'air mettrait longtemps à retrouver sa composition d'origine. Pendant ce temps, dans l'espace, la situation serait encore pire. D'après ce que nous savons, tout dans l'univers est maintenu par la gravité, y compris les planètes, les étoiles, les galaxies et même les amas galactiques. À l'échelle cosmique, notre planète n'est qu'un grain de poussière, avec une masse vraiment minuscule. Le Soleil est incroyablement énorme en comparaison. Son diamètre est 109 fois plus étendu et il est 300 000 fois plus massif. Ce qui explique pourquoi sa gravité lui permet de retenir autant de planètes dans son orbite. Et cette force immense vient juste de... pouf! Même si ça ne dure qu'une seconde, le gaz sous très haute pression à l'intérieur du Soleil provoquerait une explosion qui enverrait vers nous d'énormes ondes de chaleur, plus intenses que tout ce que nous avons connu dans l'histoire. Le Soleil survivrait très probablement parce qu'en une seconde, il n'aurait pas le temps d'enfler de manière excessive. Mais on ne peut pas en dire autant de Mercure, de Vénus, de la Terre, ni sans doute de Mars. Mercure étant la plus proche serait tout simplement incinérée. Les températures sur Vénus sont déjà extrêmement élevées, mais elles augmenteraient encore plus, brûlant sa surface, une bonne chose qu'elle ne soit pas habitée. Contrairement à la Terre, l'onde de chaleur du Soleil balayerait probablement d'abord notre atmosphère, puis détruirait la surface de la planète. À première vue, rien ne pourrait donc survivre, encore une fois. Mais c'est encore loin d'être terminé. Notre Soleil est l'une des étoiles les plus petites de l'univers, la plus grande connue étant environ 1500 fois plus grosse et plus massive. Si une telle géante perdait sa gravité l'espace d'une seconde, tout ce qui l'entoure sur des millions et des millions de kilomètres serait tout simplement désintégré, y compris d'autres étoiles plus petites. Mais les objets qui ont le plus de masse et par conséquent le plus de gravité sont les étoiles à neutrons et les trous noirs. Leur taille est extrêmement réduite pour leur masse. Un peu comme moi, mais la pression qu'ils renferment est si élevée qu'une perte de gravité, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, pourrait entraîner une énorme explosion dans l'espace. Pendant une seconde, ce serait inévitable. Mais personne ne sait vraiment comment fonctionnent les trous noirs, et il y a donc une chance que quelque chose de différent se produise. Ou bien rien du tout.
Enfin, à très grande échelle, si la gravité décidait de faire une pause d'1 seconde, il ne se passerait étonnamment pas grand-chose. Les planètes conserveraient leur orbite, bien qu'il y ait une chance que quelques décalages mineurs se produisent, et au niveau des galaxies ou des amas galactiques, on ne remarquerait rien. Les plus grands bouleversements seraient d'ordre local, car comme je l'ai dit plus tôt, les étoiles exploseraient. Et plus l'explosion serait importante, plus elle affecterait les corps célestes avoisinants. Par exemple, si une étoile plutôt grosse envoyait une onde d'énergie en direction de notre système solaire, celle-ci pourrait entraîner des astéroïdes depuis le nuage de Oort. Ces roches spatiales tombent sur la Lune et même sur la Terre assez régulièrement, mais elles sont la plupart du temps relativement petites. Celles qui seraient projetées sur nous par l'explosion d'une étoile pourraient cependant être beaucoup plus grosses et plus dangereuses. Les autres planètes feraient bouclier, mais le risque d'impact serait quand même beaucoup plus élevé que la normale. Mais qui s'en soucierait au fond, nous serions déjà grillés. Évidemment, tout cela n'est que spéculation. Personne ne sait avec certitude ce qui se passerait si la gravité disparaissait soudainement, même pour 1 seconde. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il est impossible que cela se produise sans que de nombreuses lois de la physique soient enfreintes en même temps. Les scientifiques sont certains qu'une telle disparition est absolument exclue. Pour que cela arrive, tout dans l'univers devrait d'abord perdre sa masse. La masse est en effet la raison pour laquelle la gravité existe. Plus un objet est lourd, plus la gravité est importante. Même toi d'ailleurs, tu as ta gravité. Elle est simplement trop réduite pour que tu la sentes. Mais si tu étais quelques millions de fois plus massif, tu attirerais probablement l'attention de tout le monde. Et tu brillerais enfin comme une étoile. Saperlipopette, il ne te reste plus que 5 minutes. Le moment le plus important de ta carrière arrive. Tu transpires à grosses gouttes dans ce costume, mais il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Tu es à une conférence technologique internationale avec les plus célèbres scientifiques, ingénieurs, programmeurs, économistes et tout un tas d'autres personnalités importantes de ce monde. Les développeurs d'intelligence artificielle ont fait une découverte qui pourrait changer le monde à jamais. Et dans 4 minutes, il y aura une démonstration publique de cette révélation. Tu es ici en tant qu'interprète, tu dois traduire tous ces trucs scientifiques en plusieurs langues. Tu as aimé apprendre des langues toute ta vie. Au début, c'était les films et les séries sous-titrées, les livres, les bandes dessinées. Puis tu as commencé à étudier plus sérieusement. Tes parents t'ont emmené partout dans le monde pour observer les différentes cultures. Et quand tu as découvert qu'il y avait environ 7000 langues sur notre planète, tu as décidé de passer ta vie à les apprendre. Enfin, certaines d'entre elles. Des universités prestigieuses, des études supérieures, la vie dans différents pays, l'étude de l'histoire des langues anciennes, tout cela a fait de toi le meilleur interprète et expert en langue du monde. Et maintenant, tu es un peu nerveux, car tu dois traduire ce sommet en 7 langues différentes. La conférence démarre. Les scientifiques commencent à parler de l'évolution de l'IA. Non, elle ne va pas envahir la planète, au contraire, elle va faciliter la vie des gens. Pour une raison ou pour une autre, tu as un mauvais pressentiment à ce sujet. Le développeur principal divulgue la grande nouvelle, un nouveau langage a été créé pour que le monde entier puisse l'utiliser. La langue est simple à apprendre. L'algorithme de traduction de l'IA permet de se souvenir facilement des mots, de la grammaire. En gros, il n'y aura plus de problème de communication. Pour rendre son apprentissage encore plus facile, les scientifiques ont créé une application qui peut traduire tout type de discours dans la nouvelle langue. Le contexte, le sens, le sarcasme, l'ironie, tout peut maintenant être traduit en LUC, langage universel commun. La population mondiale sera unie comme jamais auparavant. C'est alors que tu réalises que le plus grand moment de ta carrière est aussi le début de la fin. Qui aura besoin d'un interprète si tout le monde parle le même langage ? Au cours des 20 années suivantes, la planète se met à parler la langue commune. Chaque gadget possède l'application LUC. La langue est enseignée dans les écoles et les instituts. Les grandes entreprises et les sociétés introduisent des cours de langues obligatoires pour leurs employés. L'IA traduit des milliers de livres par jour en LUC. Au cinéma et à la télévision, seuls les acteurs qui parlent le LUC obtiennent les grandes récompenses. Les personnes qui ne parvenaient pas à apprendre une langue étrangère n'ont plus aucun problème avec le LUC. Le processus d'apprentissage est facile et amusant. De plus, c'est une exigence pour quasiment tout. Les pays commencent à annuler leurs programmes de visa, les frontières commencent à s'effacer, partout dans le monde, le nombre de conflits diminue, car les gens peuvent désormais se comprendre beaucoup mieux. Les systèmes d'exploitation, les jeux vidéo, les articles techniques, les chansons, les blagues, les problèmes scientifiques, tout est créé dans la nouvelle langue mondiale.
Tu peux zapper n'importe qui à l'autre bout de la planète, lui dire quelque chose et écouter ses histoires fascinantes. Tu peux partir en voyage autour du monde et ne pas avoir peur de commander accidentellement 17 écureuils pour le petit déjeuner, juste parce que tu as confondu un petit mot. Les studios de cinéma arrêtent de doubler les films et il n'y a plus de sous-titres. Youpi! Le monde est devenu plus ouvert. Les prix des billets d'avion ont beaucoup baissé et le tourisme, les études et le travail à l'étranger sont en plein essor. Chaque année, de plus en plus de gens renoncent à leur citoyenneté et se reconnaissent comme citoyens du monde. La science se développe plus rapidement que jamais car les scientifiques du monde entier peuvent enfin travailler ensemble. Et l'étude des langues étrangères appartient au passé. On dirait que le monde est devenu meilleur, mais le LUC possède aussi une face obscure. Les traducteurs et les professeurs de langue perdent leurs emplois. Les écoles de langue sont fermées partout sur la planète. Les doubleurs perdent aussi leur travail. Toi et beaucoup d'autres personnes êtes opposés à la nouvelle langue. Vous vous efforcez de prouver que, tôt ou tard, le LUC provoquera une catastrophe. Pendant que le monde entier communique dans la nouvelle langue, les scientifiques terminent leur première étude internationale de l'esprit humain. Le nombre de connexions neuronales, c'est-à-dire les pensées et les processus biologiques dans le cerveau, a diminué. Les scientifiques ont étudié des centaines de milliers de personnes réparties en 3 groupes. Les personnes polyglottes, les personnes parlant une seule langue et celles qui sont nées dans le Nouveau Monde et ne parlent que le LUC. Les études montrent que le cerveau humain a cessé de fonctionner comme avant. Avant, les gens essayaient de comprendre les langues étrangères, de les parler et de les traduire en entraînant leur esprit. Désormais, les parties du cerveau qui sont responsables de cela ont cessé de fonctionner. Même si tu n'avais jamais appris de langue étrangère, tu avais toujours l'habitude de voir et d'entendre des mots que tu ne comprenais pas. Et ton cerveau essayait au moins de traiter les informations. Maintenant, nos cerveaux se sont détendus. Certains disent « S'il n'y a pas d'autre langue, quelle différence cela fait-il ? Qui se soucie d'un cerveau détendu ?» Mais ce n'est pas tout. Le cerveau humain est devenu moins bon pour analyser les informations, se souvenir et trouver des moyens astucieux de se sortir de situations difficiles. Il est difficile pour les gens d'apprendre de nouvelles connaissances, le vocabulaire des gens finit par devenir de plus en plus pauvre. Parfois, les gens ne savent même pas exprimer ce qu'ils ont en tête. Le QI moyen commence à baisser. Apprendre les langues du passé devient presque impossible. Certains sont inquiets pour l'avenir. Les gens pourraient oublier leur histoire. Les changements dans le cerveau humain sont une chose, mais oublier notre passé pourrait être vraiment dangereux. Chaque langue est liée à sa géographie et à sa propre histoire. Mais surtout, la langue apporte une diversité culturelle à la vie quotidienne. Par exemple, il y a beaucoup plus de mots pour décrire la neige dans les pays froids, plus de nuances de vert dans les pays tropicaux, etc., etc. Avec le LUC, ces petits détails qui rendent les cultures différentes disparaissent en quelque sorte. La plupart des gens aiment maintenant la même musique, regardent les mêmes films. Les gens commencent à se désintéresser de tout. Imagine que tu as économisé de l'argent pendant 6 mois pour t'envoler à l'autre bout du monde. Tu arrives là-bas et tout le monde parle et agit comme tes voisins. Ils regardent les mêmes émissions et suivent les mêmes influenceurs que toi. Désormais, tu ne pourras plus déterminer où une personne a grandi grâce à son accent. Les gens parlent avec la même intonation, utilisent la même structure de phrase et les mêmes mots. La communication devient ennuyeuse. Pour mieux exprimer tes émotions, tu utilises les gestes et le langage corporel. 2 personnes qui se disputent commencent à ressembler à 2 fous. Ils tremblent, se trémoussent, s'agitent. Mais le pire, c'est que les gens commencent à perdre leur sens de l'humour. Comme il y a moins de vocabulaire, il y a moins de raisonnement. Il devient difficile de réfléchir et encore plus de parler. Les rêves deviennent ennuyeux et la poésie et les paroles des chansons commencent toutes à se ressembler. Oui, la vie est devenue beaucoup plus facile. Et alors ? Nous pouvons facilement nous comprendre, mais en même temps, nous avons oublié combien il peut être excitant d'apprendre quelque chose de nouveau. L'IA continue d'essayer de simplifier le LUC et chaque année, c'est de plus en plus facile. Les scientifiques ont constaté qu'à ce rythme, les gens ne communiqueront plus qu'avec de simples sons dans quelques décennies. Personne ne sera capable d'exprimer clairement ses pensées ou d'expliquer ses actions. La compréhension globale va bientôt se transformer en incompréhension épique. Les gens oublieront tout simplement comment transmettre leurs pensées. Tu as traversé une période difficile depuis que tu as perdu ton emploi d'interprète. Tu as passé presque tous tes moments d'éveil à essayer de prouver que les langues sont nécessaires. Heureusement, toi et d'autres traducteurs et professeurs y parvenez enfin.
Les gens ne cesseront jamais d'utiliser le LUC, mais l'intérêt pour l'apprentissage des langues anciennes renaît. Apprendre une langue d'antan devient le nouveau truc à la mode. Il y a plus d'écoles de langue que jamais. Il ne reste que quelques personnes sur la planète qui se souviennent encore de plusieurs langues anciennes. Toi et les autres traducteurs devenez richissimes. Apprendre des langues est désormais le passe-temps le plus populaire et qui développe parfaitement les capacités mentales. Si avant, il était bien vu d'avoir une voiture haut de gamme, un compte en banque bien rempli et une belle maison, désormais, la capacité à parler 2 langues est considérée comme un signe de réussite. Les studios de cinéma refont des films, les écrivains réécrivent des livres, les artistes recréent des chansons, tout cela à nouveau dans différentes langues. Le monde redevient diversifié, intéressant et amusant. Muchas gracias. Coucou toi. Je m'appelle Energizer. Non, Agregator. Non, attends. Je vais me ressaisir et me souvenir correctement de mon nom. Ebenezer, ouais. C'est comme ça que mes parents m'ont appelé. Je n'ai rien de spécial, si ce n'est que je viens de naître il y a 1 an seulement. Ma mère est une belle femme. Elle a la quarantaine, juste l'âge d'avoir des seniors comme moi. Mon père est un homme grand et gentil qui écoute mon blabla avec un tendre sourire sur son visage barbu. J'ai vu leurs photos d'époque et mon père était chauve. Mais maintenant, ses cheveux sont si épais que les mains de maman s'y perdent. Il n'arrête pas de me dire que je serai un bon garçon quand je serai jeune. Je les aime tellement. Bon, je suis fatigué maintenant, j'ai besoin de dormir de nouveau. Ebenezer, terminé. Ça fait un moment que je n'ai pas enregistré quelque chose ici. J'ai 10 ans maintenant, et c'est un super moment pour être en vie, tu sais. Je vais à l'école et j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est trop cool d'étudier. Et pendant les pauses, on joue au bridge. J'adore les maths et la littérature. Il faut vraiment se creuser la tête pour comprendre ces chiffres et analyser les livres. Ah, je lis beaucoup aussi, donc je suis le meilleur de ma classe. Mais je ne supporte pas le sport. Mes articulations n'arrivent pas à suivre et c'est très difficile. Billy est doué à ça. Il dit qu'il va devenir un athlète quand il sera jeune, et à en juger par son physique, je le crois. Ok, la récréation est terminée. Il est temps de retourner à mes études. Ebenezer, terminé. J'ai 20 ans, et la vie devient de plus en plus belle. Je viens d'obtenir mon diplôme universitaire. Je suis officiellement titulaire d'une maîtrise en sciences, et je pense devenir médecin, mais je ne suis pas sûr que mes parents s'en sortiront sans moi. Ils sont déjà trop jeunes maintenant, et j'ai peur qu'ils aient des problèmes si je ne suis pas là. Une fois, papa est allé à une soirée et il n'est pas revenu pendant 3 jours. Maman s'est inquiétée, elle lui a donné une énorme gifle quand il est enfin arrivé. Mais ils se sont vite réconciliés. La jeunesse passionnée, tu sais. Je détestais le sport à l'école, mais j'adore ça maintenant. Dès que j'en ai l'occasion, je vais courir dans le parc du coin et j'ai même demandé à mes parents de m'offrir un abonnement à la salle de sport pour mon anniversaire. C'est tellement bon de sentir ces vieux os craquer de moins en moins chaque jour. D'ailleurs, je dois aller courir à nouveau maintenant. On se revoit dans 10 ans, je suppose. Ebenezer, terminé. Et tu sais à quel point c'est pénible de s'occuper de 2 septuagénaires ? Tout ce qu'ils veulent faire, c'est organiser des fêtes bruyantes à la maison, faire des soirées pyjama tous les week-ends et se disputer entre eux pour des choses insignifiantes. Chaque fois que je quitte la maison pour aller travailler, je suis terrifié par ce que je vais trouver au retour. Une fois, je suis rentré à la maison et je n'ai même pas pu ouvrir la porte d'entrée parce qu'un de leurs amis avait décidé de faire une sieste sur le porche. Et chaque fois que j'essaie d'aborder ce sujet avec maman ou papa, ils me réprimandent pour mon insensibilité. Insensible. Ils disent qu'ils m'ont élevé pour être quelqu'un de bien et qu'ils méritent de s'amuser comme des fous après tant d'années de dur labeur. D'accord, je capitule. La seule personne qui me comprenne est Felicity. Je suis ingénieur civil et nous nous sommes rencontrés sur un chantier de construction. Elle est un peu plus jeune que moi, mais c'est bien. Elle doit aussi supporter ses parents qui sont tout le temps de mauvaise humeur. Elle pense qu'ils ont rejoint une sorte de sous-culture gothique ou quelque chose comme ça, et ils n'arrêtent pas de lui dire qu'elle a tort d'accepter un travail aussi banal que celui de superviseur de construction. Lorsque nous avons commencé à nous fréquenter, nous avons décidé de laisser un peu d'espace à nos parents, si bien que nous partons souvent en vacances ensemble pendant qu'ils démolissent nos maisons. Oh, la voilà qui arrive. Il est temps pour moi de partir alors. Ebenezer, terminé. Hey, tu te souviens de moi ? Ces 10 dernières années ont été grandioses. Felicity et moi, nous sommes mariés et maintenant nous prenons soin de nos parents ensemble. Et c'est génial. Ils ont tous 80 ans maintenant et s'amusent à la garderie pendant que nous sommes au travail. Et nous les emmenons ensuite pour des barbecues, des sorties au parc d'attractions et aux fêtes foraines. Ils perçoivent bien leur pension de retraite et nous laissent nous en occuper. Ils disent que nous sommes les meilleurs enfants qu'ils aient pu avoir et je n'ai jamais été aussi fier de ma vie après avoir entendu cela.
En fait, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui et papa et elle ont invité tous leurs amis de la maternelle et de leur ancien travail. Ma préférée est Jenny. Elle est un peu malicieuse, c'est vrai. Elle nous a fait peur à Felicity et à moi en se cachant sous la table pendant que nous préparions le dîner, puis en nous sautant dessus. Et Felicity adore Donnie. Ce vieux garçon semble vraiment sérieux à première vue, mais son petit sourire en dit long sur lui. Et pour le dessert, j'ai la meilleure des nouvelles. L'année dernière, nous avons eu notre propre petit bout de chou. Tu peux y croire ? Nous l'avons appelée Cecilia, en hommage à sa grand-mère. « Hé Cecilia, dis bonjour !» Elle est timide. Elle passe sa journée assise dans sa petite chaise à Valence en essayant de tricoter. Elle ne peut pas encore marcher par elle-même, alors nous la déplaçons autour de la maison dans sa chaise. Elle adore et passe son temps à éclater de rire. Ah, elle court maintenant après Donnie dans le jardin avec un balai. Je pense qu'il a volé un morceau du gâteau d'anniversaire dans la cuisine. Je dois aller l'aider, je suppose. À la tienne, Ebenezer, terminé. Nous vivons sans nos parents depuis 3 ans maintenant. La dernière année a été la plus dure, je suppose. Je n'aurais jamais pensé que les bébés avaient besoin d'autant de couches. C'était aussi difficile de les empêcher de tomber partout où ils rampaient. Mais Cecilia nous a beaucoup aidés. Elle n'avait que 7 ans et commençait à peine à aller à l'école, mais elle adorait s'occuper d'eux et les bercer. Nous avons montré à Cecilia des photos d'eux quand ils étaient des seniors, tout comme elle. Elle ne les a pas reconnus bien sûr, mais ils étaient si vieux, avec les cheveux si gris. En attendant, Felicity et moi sommes sur le chemin de la retraite et nous sommes tellement impatients. J'ai 51 ans et elle 54, ce qui signifie que nous entrons dans la fleur de l'âge. Nous avons décidé de laisser Cecilia vivre seule quand elle sera assez jeune. Et nous avons visité plusieurs maisons de vacances dans le pays. Il y en a une que j'adore dans les montagnes, nous avons fait beaucoup d'escalade ces derniers temps. Et je sens que Felicity est aussi fan que moi. Je te tiendrai au courant dans une dizaine d'années. Ebenezer, terminé. Hey, c'est encore Ben. Oui, j'ai changé mon nom terriblement désuet. Ben, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je peux dire ? Avoir plus de 60 ans, c'est pas du gâteau. Felicity fait toujours la tête pour quelque chose et je crois qu'elle est jalouse de moi parce que je traîne avec Lana. Mais elle n'arrête pas non plus de dire Dan ceci, Dan cela, comme si ce Dan était tout ce à quoi elle pouvait penser. Nous nous sommes beaucoup disputés à ce sujet, et une fois j'ai même dépensé la plupart de mes allocations de retraite dans un appartement de location, et j'y suis resté pendant 2 semaines. À mon retour, nous nous sommes promis de ne plus jamais parler à Lana ou à Dan. J'ai l'impression que Cecilia est hyper relou avec nous. Oh, qu'elle nous laisse vivre. Un couple marié peut bien avoir une vie après la retraite quand même. Elle nous appelle tous les soirs et menace de venir chez nous si nous ne nous comportons pas bien. Depuis quand cette vieille fille est-elle devenue si adulte, je me demande. Quoi qu'il en soit, Will dit que la tyrolienne du sommet de la montagne est prête. Nous, c'est parti pour les sensations fortes. Ben, terminé. Comment utiliser ce... Ah oui, c'est Ben. Et Baneza. J'ai 72 ans aujourd'hui, tu le savais ? Cecilia a dit que je dois enregistrer quelque chose pour commémorer cette date. Je ne sais pas quoi dire, mais je veux mon gâteau. Cecilia, où est mon gâteau ? Eh bien bonjour, c'est Franklin qui parle. Mon grand-père, Ebenezer, a laissé cet appareil pour la postérité. Ce que je suis en quelque sorte, je suppose. Il a 84 ans maintenant et il reste essentiellement allongé dans son berceau, mais maman me raconte beaucoup d'histoires sur lui et sa grand-mère. Je pense que je vais reprendre sa tradition et laisser son héritage vivre. Oups, le petit Benny a cradossé sa couche. Il faut que j'y aille maintenant. Franklin, terminé. Et si le fait d'appuyer sur une seule touche pouvait changer ta vie pour toujours et la rendre beaucoup plus facile ? Si nous étions dans Minecraft, tout serait possible. Trop de boulot, trop d'échéances, les cours sont ennuyeux et tu ne peux plus continuer comme ça ? Change ton mode de vie pour un mode un peu moins stressant. Appuie simplement sur Échappe. Ajuste ta difficulté de vie en choisissant paisible, facile, normal ou même difficile pour ceux qui aiment les challenges. Si ton professeur est aussi hostile qu'un creeper pixelisé en vert et blanc, choisis le mode paisible. Les monstres ne s'y reproduisent pas. Ou achète-toi un chat. Les creepers sont terrifiés quand ils en voient un, même si ton animal a l'air un peu cubique. Une autre bonne nouvelle si ta vie est en mode paisible, tu n'as même pas besoin de manger, ce qui pourrait te faire économiser une tonne d'argent. Quant à ton apparence, plus de soucis d'acné. Maintenant que tu es pixelisé, personne ne le remarquera jamais. Tu es le même tous les jours. Ta coupe de cheveux, même si tu la détestes et que tu ne peux pas voir tes cheveux pousser, ne change jamais, sauf si tu changes de skin. Tu ne peux pas grossir ni maigrir. Tes proportions corporelles sont également très différentes. Dans notre monde, le rapport entre la tête et le corps est d'environ 1/7. Tandis que dans Minecraft, c'est plutôt comme si tout le monde avait un corps de bébé
avec une tête énorme et un tronc plus petit. Tu n'aurais pas de doigts, donc si tu avais le corps de Minecraft dans la vie réelle, tu ne serais probablement pas très adroit de tes mains. Je suppose qu'il n'y a pas de chirurgie dans Minecraft. Peu importe le biome dans lequel tu vis, tu n'as pas besoin de vêtements contre le froid ou de belles chaussures. La vie sans changement signifie que tu ne vieillis pas comme nous le faisons normalement. Fini les anniversaires! Le gâteau que tu peux trouver dans le jeu n'est pas fait pour les bougies ou pour faire de vœux. Il ne peut t'aider que si tu es affamé. Un cycle jour-nuit est un peu différent désormais, puisque 100 jours sur Minecraft équivalent à 33 heures réelles. Donc, l'espérance de vie devrait changer aussi. L'espérance de vie moyenne aux États-Unis est de 78 ans, soit environ 683 000 heures. Ainsi, l'espérance de vie selon Minecraft passerait à 5700 ans. Et tu peux aussi ressusciter. Prêt à vivre pour toujours? La nourriture n'est pas si différente de ce que nous mangeons dans le monde réel, même en termes de calories. Un gâteau entier te donnera beaucoup plus d'énergie qu'une simple betterave. Il y aura aussi quelques exceptions. Une pomme golden donne un supplément de santé dans Minecraft. Dans Minecraft, tu peux mourir de faim en 2 jours de jeu, mais cela prend un peu plus de temps dans la vie réelle. Oui, se passer de nourriture est un vrai défi, mais un humain est capable de le faire. L'eau, en revanche, est assez essentielle dans notre monde, mais il ne fait pas grand-chose aux joueurs de Minecraft quand ils la boivent. L'agriculture actuelle utilise certains engrais pour accélérer la croissance des plantes. Mais si nous avions cette farine d'eau avec laquelle les joueurs de Minecraft nourrissent leurs plantes, nous aurions une abondance de fruits ou de légumes. La vie serait pourtant assez ennuyeuse. Tu te réveilles aujourd'hui et tu mines. Tu te réveilles le lendemain et tu craftes. La vente au détail ne pourrait jamais exister avec des gens si habiles, qui n'en ont même pas besoin puisqu'ils sont capables de créer divers objets à partir de rien. De toute façon, tu n'as pas besoin de tant que ça. Tu peux faire presque tout ce que tu veux avec une simple pioche, en l'améliorant en diamant. Dans le monde réel, si une simple pioche remplaçait tout le reste, toutes ces quincailleries pleines d'objets pratiques feraient faillite immédiatement. Mais il faudrait aussi que tu sois un peu plus travailleur. Si tu veux faire une sieste, il n'y a pas moyen de le faire dans le monde de Minecraft. Là, tu peux seulement dormir la nuit ou s'il fait mauvais temps dehors. Le sommeil est essentiel pour ne pas être attrapé par des monstres qui apparaissent dès la tombée de la nuit. Et tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de monstres à proximité avant d'aller te coucher. Mais tu ne peux dormir que dans ton lit. Même si tu souhaites t'étendre sur une belle prairie à l'ombre, tu ne t'endormiras pas comme ça. C'est la même chose pour les cours à l'école. Même s'ils sont ennuyeux, il est impossible de s'assoupir. Si tu as l'habitude de regarder des émissions de Pop Science, c'est une chose qui ne changera probablement pas. Discovery Channel montrerait non seulement divers biomes et animaux carrés, mais aussi d'autres mondes, comme le Nether et l'Overworld. De toute façon, tu ne passerais pas autant de temps à l'intérieur. La plupart des activités dans Minecraft sont effectuées à l'extérieur, donc tu devrais aller dehors très souvent. Voyager est amusant dans le monde de Minecraft. Tu veux visiter le Nether? C'est un voyage vers le monde souterrain. Pas besoin d'acheter de billets, de passer la douane, de passer des heures sur un minuscule siège d'avion. Il te faut seulement un peu de lave et d'eau. Verse l'une sur l'autre et tu obtiens de l'obsidienne. Dès que tu as créé au moins 8 blocs de cette substance, construis un portail, mets-y le feu et voilà! Bienvenue dans le Nether! Si tu voyages beaucoup, tu peux prendre ton lit avec toi et l'assembler où bon te semble. C'est une bonne idée pour éviter les hôtels trop chers, qui manquent de toute façon dans le Nether. Mais ce n'est pas seulement un voyage amusant. Il y a un tas d'ingrédients dont tu peux avoir besoin pour les potions. Pas de souvenirs fantaisistes non plus. Plutôt des trucs utiles que tu auras extraits des blocs exotiques du Nether. Malgré leur surnom, les locaux, appelés Zombie Pigmen, sont très amicaux et n'attaquent jamais. Sauf si c'est toi qui as commencé à les attaquer. La lave peut t'aider à voyager, être une sorte de poubelle et éloigner les intrus. Dans le monde de Minecraft, tu peux être sûr que les invités inattendus ne te dérangeront pas. Ils vont juste tomber dans la lave bouillonnante. Fin de l'histoire. Tu peux aussi installer un crochet juste derrière ta porte d'entrée, afin d'activer les pièges à piston pour les visiteurs indésirables. Une fois que ton invité aura déclenché le crochet, les pistons enlèveront le revêtement de sol et précipiteront le visiteur dans le vide. Si tu vas au bord de la mer, prends ta porte d'entrée avec toi. Cela t'aidera à explorer les profondeurs de l'océan. Si tu tombes dans l'eau, tout ce dont tu as besoin pour respirer librement est de placer une porte au-dessus de toi. Personne ne pourrait jamais retenir son souffle pendant plus de 24 minutes dans la vie réelle. Mais dans Minecraft, tu peux rester sous l'eau presque pour toujours, ou aussi longtemps que tu le souhaites. Les transports en commun sont beaucoup plus cool désormais. Tu peux toujours utiliser tous les moyens de transport auxquels tu es habitué, mais faire un tour en wagonnet peut être à la fois amusant et rapide.
Il suffit de construire les rails où tu veux et adieu les embouteillages. Les lois de la physique ont changé aussi et te donnent des tas de super pouvoirs inaccessibles dans le monde réel. Tu peux sauter plus haut, escalader n'importe quelle montagne plus facilement et courir plus vite, comme si toute cette histoire de gravité était une plaisanterie. Tu peux construire une rangée verticale de blocs et même si tu brises le bloc le plus bas, celui du dessus restera en l'air. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber d'une certaine hauteur. Tu peux, mais c'est sans danger si tu renverses l'eau d'un seau juste avant l'impact. Non seulement tu peux faire tout cela, mais tu peux aussi facilement couper un tronc massif en quelques mouvements. Aucun outil n'est nécessaire, juste tes mains nues. Et ce sans une seule égratignure. Tu ne ressens pas la douleur dans ce monde. Ne t'inquiète pas, les branches supérieures de l'arbre que tu viens d'abattre ne te feront pas de mal non plus, puisqu'elles resteront suspendues en l'air. Dans Minecraft, la déforestation est très étrange. Peux-tu imaginer une forêt composée d'arbres flottants ? Aucun écureuil ne pourrait jamais grimper sur un tronc dans une telle forêt. En te promenant là, tu risques de croiser des animaux sauvages, comme des ours et des loups. Tu peux domestiquer les loups et presque les transformer en chiens. Et les ours ne sont pas si dangereux pour toi. Il suffit de les piéger à l'intérieur d'une clôture. Elle ne semble pas très solide, mais c'est le monde de Minecraft, donc c'est absolument sans danger. Tu cours dans la jungle à travers des branches d'arbres et des lianes épaisses qui te bloquent le passage. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu as l'impression de ne pas contrôler tes mouvements. Tu vois un énorme rocher devant toi. Tu ne peux pas t'arrêter de courir. Tu es sur le point de le percuter. Soudain, whoop, tu es dans les airs, planant à une vitesse incroyable. En dessous de toi, tu vois une vallée escarpée avec des rochers pointus et une rivière déchaînée. Tu retiens ta respiration en espérant que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais tu retombes sur le sol et continues à courir sans transpirer. Risquant un coup d'œil derrière toi, tu vois un groupe de drones high-tech qui te poursuivent. Devant toi, il y a une lumière vive. Et dès que tu l'as dépassée en courant, tout devient noir. Tu te retrouves assis dans une pièce sombre, sans rien autour de toi à essayer de résoudre une énigme difficile, presque impossible à comprendre. Tu n'as que quelques secondes pour deviner où quelque chose de grave va t'arriver. Il ne te reste que 5 secondes pour trouver. Tu lâches la première chose qui te vienne à l'esprit, mais ta langue fourche et tu dis quelque chose de complètement faux. L'expression de ton visage est celle de la peur. Tout devient noir. Tu grimpes sur une grande échelle, mais tu en as pas le contrôle. En dessous de toi se trouvent d'innombrables rangées de tuiles plates. Tu arrives enfin au sommet de l'échelle et tu attends de pouvoir bouger, mais tu n'y arrives pas. Peu importe les efforts que tu fais, c'est comme si tu étais cimenté sur place. Mais au bout de quelques instants, tu es capable de te déplacer de certaines tuiles et de progresser. Le seul problème, c'est que tu ne peux pas contrôler la distance que tu peux parcourir. Tu atterris face à un serpent géant plus long que 2 autobus de la tête à la queue. Son sifflement est terrifiant et ses crocs dégoulinent de venin. Heureusement, tu passes à côté de lui sans qu'il ne te remarque. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu atterris face à un autre serpent et celui-ci est encore plus gros que le précédent. Il ouvre sa grande gueule béante et déclenche un rugissement tonitruant. Ses écailles rouges te renvoient le reflet de ton visage terrifié. Le serpent t'engloutit et tu glisses dans le ventre de la bête. Et à travers le tunnel sombre, tu te retrouves soudain à l'endroit où tu as commencé. Il est impossible de bouger et tu dois repasser par des serpents et des échelles. Tu te promènes dans l'une de ces vieilles voitures de sport chic. C'est une belle journée à Londres. Tu passes par Trafalgar Square avant de prendre le train à la gare de King's Cross. Mais soudain, les choses se compliquent. Dès que tu atterris à Mayfair, tu regardes ton compte en banque et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tous tes comptes sont désormais à sec. Tu as tellement de factures à payer qu'il t'est impossible de régler le loyer. Tu paniques. Tu n'as pas d'autre choix que d'hypothéquer tes propriétés et comme si cela ne suffisait pas, tu dois vendre certaines de tes maisons et hôtels pour payer le loyer. Tout ce dur labeur s'est envolé en quelques secondes. Qu'en est-il d'un jeu de patience maîtrisé au prix d'années d'expérience ? Tu es debout au milieu d'un espace ouvert. Tu es collé à ta place et tu ne peux pas bouger. Les personnes qui t'entourent sont également collées à leur place. Soudain, quelqu'un se déplace de 2 places devant lui. Et tu réalises alors que tout le monde autour de toi a un mouvement spécifique. Certains se déplacent en diagonale, d'autres en avant ou latéralement. Certains peuvent se déplacer en L,
Alors que tout le monde bouge, tu réalises que tu es le seul à pouvoir te déplacer latéralement, vers l'avant et même vers l'arrière. Et ce qui est cool, c'est que tes mouvements sont illimités. Mais il y a des menaces partout, cachées, déguisées en emplacements innocents. Et avant de te rendre compte, tu es l'une des rares personnes encore debout. Tous les autres sont partis. Le soleil est couché et l'espace est encore plus ouvert qu'avant. Tu es maintenant l'un des principaux éléments de la victoire. Alors que tu continues, il y a de moins en moins de gens autour de toi. Mais venu de nulle part, tu es placé dans une position propice à la victoire. Et puis, échec et mat. Tu es anxieux et tu respires difficilement. Un crime a été commis dans la bibliothèque. Ou peut-être pas. Qui sait? Mais tu es l'un des détectives présents sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout ce que tu sais, c'est que cela s'est passé à l'intérieur du manoir et tu dois découvrir qui a commis le crime, avec quelle arme et dans quelle pièce. La nuit ne fait que commencer, mais les indices sont dispersés un peu partout et il n'y a pas de temps à perdre. D'autres détectives tentent de résoudre l'affaire, mais tu dois être plus rapide. Tu enquêtes dans chaque passage et recoin pour essayer de trouver une explication. Tu regardes sous chaque lampe, entre les rideaux, dans chaque fissure de chaque mur, mais rien, zéro. Tu fais le tour de toutes les pièces, mais quelque chose t'intrigue dans la salle à manger. Tu as déjà regardé là-bas, mais tu n'as pas prêté attention aux détails. Et tu as peut-être trouvé le premier indice pour résoudre ce mystère. Après des recherches supplémentaires, tu sais que tu as trouvé l'objet utilisé pour le crime. Et en un rien de temps, tu as découvert où le coupable a agi. Tu organises une conférence de presse dès que tu es sûr de ta conclusion. Tout le monde attend de voir ce que tu as trouvé, et tu les épates avec ton analyse. Le coupable se trouvait dans la pièce pendant tout ce temps. Tu clôt l'affaire et décroches la promotion dont tu as toujours rêvé, mais il y a encore d'autres affaires à résoudre, qui sont tout aussi difficiles. Imagine-toi te réveiller et ne pas savoir comment parler. Tu commences ta journée en te brossant les dents et en t'habillant, mais dès que tu veux sortir de ton appartement, tu ne sembles pas pouvoir bouger. Comme si une barrière invisible te bloquait le passage. Tu regardes ta main et tu vois 7 lettres aléatoires mélangées. Un message apparaît indiquant que tu dois composer un mot pour pouvoir sortir. Alors tu essaies de trouver le mot le plus intelligent que tu puisses imaginer, mais bien sûr pas de tricherie. Tu peux oublier le dictionnaire. Après avoir tapé le mot, tu peux accéder à l'extérieur et continuer ta journée. Mais tu ne peux pas entrer dans ta voiture. Une autre barrière invisible te bloque. Cette fois, tu regardes ta main et tu vois un autre ensemble aléatoire de 7 lettres. Et tu dois trouver un autre mot. Il est de plus en plus difficile de trouver une solution. Finalement, tu finis par pondre un mot médiocre, mais qui fait l'affaire. À la fin de ta journée, tu seras un expert en mots. Tu te réveilles dans une pièce sombre et humide. Il fait froid et de la mousse est éparpillée sur le sol pavé. En te levant, tu réalises que tu portes une armure médiévale. Tu es un magicien avec un chapeau pointu. Tu trouves une torche au loin pour éclairer la pièce, puis tu réalises que tu es dans un donjon. Il y a un brouillard au travers duquel tu ne peux pas voir au-delà de quelques mètres. Tu t'aventures jusqu'à ce que tu entendes une voix venue d'en haut qui te parle. Le jeu a commencé. Tu vas devoir sortir de ce donjon en évitant tous les obstacles sur ton chemin. Tu es doté de nombreux sorts pour t'aider. Mais attention, ta magie est limitée et tes ennemis sont nombreux. Voilà qui est effrayant. Tu regardes autour de toi et il n'y a personne d'autre. Tu as ton bâton de sorcier et tu t'enfonces dans le donjon. Soudain, tu croises une créature à un œil avec de la bave qui lui suinte de la tête. Elle a 8 tentacules et émet un grognement menaçant. Tu dois trouver comment passer la créature. Sorti de nulle part, tu vois tes sorts devant toi. Et grâce à une bonne sélection, tu sais quelle est la faiblesse de ce monstre. Tu lances un sort de foudre qui effraie la créature. Elle se réfugie dans les ténèbres et disparaît. Tu continues ton voyage au plus profond du sombre donjon et tu traverses un chemin jonché de lave et de pics acérés. Mais tout va bien, car tu as un bouclier magique qui te protège de tous les dangers qui t'entourent. Après avoir vaincu d'innombrables créatures, tu vois la lumière au bout du tunnel et tu arrives à sortir du donjon. Tu te retrouves dans une forêt enchantée avec des arbres luxuriants et une rivière mystique. De petites fées volent autour de toi, elles sont très amicales. Mais lorsque tu t'enfonces dans la forêt, tout commence à changer. Les arbres sont morts et le sol semble brûlé. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, le dragon est tout près. Mais ce n'est pas grave, tu as atteint un niveau suffisant pour l'affronter. Tu arrives à l'entrée d'une grande grotte où le dragon est endormi. Mais avant que tu n'aies le temps de réagir, le dragon se réveille et s'envole dans les airs. Il crache du feu sur les arbres et sur le sol. Tu conjures quelques créatures pour t'aider et grâce à de nombreux sortilèges, tu arrives enfin à vaincre le dragon. L'océan devient rouge et brûlant.
Tu essaies de t'approcher pour mieux voir, mais devant toi, l'air est de plus en plus chaud. C'est comme si tu entrais dans un four. Et le sable lui aussi est extrêmement chaud, au point que tes chaussons en caoutchouc se mettent à fondre. L'océan vient de se transformer en lave bouillante. Tu commences à courir vers l'intérieur des terres et tu vois des gens qui courent comme des fous dans tous les sens. En fait, la lave est faite de roches fondues provenant des profondeurs de la Terre. En plein centre de notre planète, à une distance équivalente à celle qui sépare New York de Philadelphie, la chaleur du noyau fait fondre les roches de la même manière que le soleil fait disparaître les glaces. Lorsque ces roches fondent, leurs températures peuvent atteindre environ 1200 degrés Celsius. Mais ne t'inquiète pas, cela ne se produit que très loin sous terre, et seulement dans certaines zones spécifiques, principalement autour de l'océan Atlantique. Et ces roches fondues ne s'échappent du sol que si la pression est très forte. Alors elles remontent à la surface sous la forme d'un liquide orange boueux et brûlant appelé lave, généralement par le col d'un volcan. Mais pour une raison ou une autre, l'océan tout entier s'est maintenant transformé en lave. Et même si d'une distance très éloignée, c'est un beau spectacle, il est extrêmement dangereux. Tout d'abord, tu peux dire adieu aux belles vagues bleues et aux courants marins. Contrairement à l'eau, la lave est très épaisse, plus proche de la texture du beurre de cacahuète en fait, et le vent ne peut pas la déplacer. Mais cela signifie aussi que rien ne peut y couler ou y nager. Donc même si certaines créatures océaniques réussissaient à résister aux températures super élevées de la lave, elles ne pourraient pas vivre à l'intérieur. Elles seraient immédiatement submergées ou, selon leur densité, elles flotteraient à sa surface. Du coup, il va falloir que nos amis marins et les autres créatures qui vivaient dans l'océan trouvent un autre endroit où vivre s'ils ne veulent pas disparaître. En fait, les seuls animaux de notre planète qui pourraient survivre à la chaleur de la lave sont les tardigrades. Ces adorables créatures microscopiques peuvent survivre dans n'importe quel environnement extrême. Dans les glaciers comme dans les volcans les plus ardents. Elles peuvent même survivre dans l'espace, soumises aux rayons cosmiques. Tu t'enfuis de la plage avec tous les autres habitants des environs. L'atmosphère s'épaissit et tu as du mal à voir autour de toi. Tu te dis « j'aurais dû rester chez moi ». Mais ta maison n'est pas vraiment sûre non plus. La chaleur dégagée par toute cette lave est à elle seule intolérable sur des kilomètres. Alors fini les maisons au bord de la mer et les stations balnéaires. Tu vas devoir aller vivre le plus loin possible de l'océan. La plupart des villes côtières vont devenir instantanément inhabitables, surtout les zones que l'océan borde sur plus d'un côté. Des endroits comme la Floride, la Californie et l'Amérique centrale ne seront plus du tout vivables. Et c'est sans parler des îles. La plupart vont devenir si chaudes qu'aucun animal ou plante ne pourra survivre. 97% de la planète était composée d'eau de mer, et tout ça s'est maintenant transformé en lave. Il ne peut y avoir de neige à aucun endroit sur Terre, car celle-ci est désormais une boule de lave incandescente. Les températures vont tellement augmenter que même dans les endroits les plus éloignés des côtes et les plus hauts, il fera une chaleur semblable à celle d'un jour de canicule dans un désert. Tandis que tu continues à fuir l'océan, tu te dis que tu es peut-être en train de rêver. Mais tu regardes ta peau qui est si rouge. Même si tu cours pendant des kilomètres, la chaleur finira toujours par te rattraper. Les plateformes pétrolières et les navires qui se trouvent au milieu des océans vont eux aussi rencontrer quelques problèmes. Faits de métal, ils vont tout simplement se mettre à rougeoyer et ils fondront au contact de la lave bouillante. Et même s'ils ne fondent pas, il vaut mieux espérer que personne ne se trouve à bord. Mais dans une telle situation, une évacuation massive aurait lieu. Pendant ce temps, au pôle nord et sud, là où la planète est la plus froide, toute la glace qui recouvre l'océan se met à fondre instantanément. Ensuite, la lave se refroidit et se solidifie pour former des masses terrestres noires et rocheuses appelées roches ignées, dont la texture est souvent vitreuse. Au moment où cela se produit, d'énormes nuages de vapeur et de gaz acides sont libérés dans l'air, emplissant le ciel. Les scientifiques appellent ces nuages de la brume de lave. Un peu comme quand tu sors de ta douche et que toute la chaleur dégagée entre en contact avec l'air froid extérieur, sauf que cette brume-ci couvrirait l'ensemble des pôles nord et sud et serait super toxique. Elle contient même parfois de minuscules particules de verre qui sont extrêmement dangereuses. Et cette brume peut faire le tour du monde avec un vent suffisamment fort et recouvrir presque tout l'hémisphère nord. Elle pourrait aussi couvrir la partie sud, à savoir la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Australie. Traverser ce gaz en avion n'est certainement pas une bonne idée. La chaleur seule émise par la lave suffirait à causer des dégâts importants au fuselage et affecterait tout l'électronique de l'appareil. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ton réservoir d'oxygène. L'air est à peine respirable à ce stade. Tu te diriges vers ta voiture et tu t'éloignes aussi vite que possible. Mais même ta voiture a subi des dégâts. Tu te rends à la campagne, où l'atmosphère n'a pas encore été affectée par la lave. Mais même ici, les températures montent.
la rivière que tu avais l'habitude de voir lors de tes randonnées hebdomadaires est asséchée. La flore autour de toi perd son vert luxuriant, les animaux ont migré vers un climat plus doux. Les fleuves, en se jetant dans l'océan, forment désormais des monticules de roches ignées vitreuses au contact de la lave, créant ainsi des barrages naturels permanents. Le reste de l'eau à l'intérieur des terres, comme dans les étangs et les lacs, finira par s'évaporer avec le temps. Avec la hausse des températures et l'absence de précipitations, l'eau disparaîtra de notre planète. L'énorme masse d'eau des océans joue un rôle majeur dans la création des nuages et des précipitations. Sans eau dans l'atmosphère, la chaleur du soleil s'ajouterait à celle de la lave. Le monde ne serait qu'un immense terrain vague aride. Les nuits seraient chaudes et les journées encore plus. Pourtant, la lave finira par se refroidir au contact de l'air frais. Donc assez rapidement, une fine couche de croûte noire se formera à la surface et s'épaissira progressivement au fil des ans. Plus la lave est épaisse, plus il lui faut de temps pour se refroidir complètement à l'intérieur. Tout ça sera quand même super chaud, mais tu n'auras pas à entrer directement en contact avec de la lave brûlante. C'est en fait comme ça que de nombreuses îles se sont formées. Comme les îles hawaïennes par exemple. Elles sont entièrement constituées de lave issue d'éruptions sous-marines qui a séché pendant des centaines de milliers d'années. Des couches et des couches de lave solidifiées se sont accumulées sous l'océan jusqu'à ce qu'elles affleurent à la surface, formant des îles et même des montagnes. En ce moment même, une nouvelle masse terrestre à Hawaï est en train d'être formée par un volcan actif. Les scientifiques pensent qu'on trouvera là une nouvelle île dans environ 10 000 ans. Mais pour le moment, le bel océan bleu s'est transformé en une boue rougeoyante et vaporeuse qui deviendra bientôt à son tour un désert noir et compact. Mais ne va pas croire que tu pourrais facilement marcher sur cet océan. Cela pourrait prendre des centaines d'années pour qu'il refroidisse complètement et se transforme en roche solide. En attendant, marcher sur cette croûte de lave séchée serait un peu comme te promener sur un lac gelé. Sauf que dans ce cas, un seul faux pas et tu tomberais dans de la lave bouillante. Certaines régions mettraient même des milliers d'années à se solidifier complètement. La fosse des Mariannes, la région la plus profonde de l'océan, s'enfonce sur 13 km. Il faudrait au moins 5000 ans pour que la quantité correspondante de lave refroidisse entièrement. Il existe de nombreuses planètes de lave. Une planète récemment découverte, K2-141b, possède des océans de magma, des vents supersoniques soufflant jusqu'à 4800 km/h et même des pluies rocheuses. Et oui, cette planète est si chaude qu'elle vaporise des roches et les fait retomber en pluie. N'oublie pas que cette planète est beaucoup plus proche du Soleil que la nôtre. Peut-être que ces océans se sont un jour soudainement transformés en lave. Tu es en train de voler à travers l'espace dans un vaisseau dont la taille équivaut à 3 fois celle de Central Park à New York. Il y a beaucoup d'agitation. Non, il ne s'agit pas d'un alien qui envahit le vaisseau. C'est un jour très important. Nous sommes le 22 janvier 2700. Tu viens de naître hors de l'atmosphère de la Terre. Joyeux anniversaire! Une équipe médicale s'occupe de tout. Des gadgets futuristes t'aident dans tous les domaines. Et la vue depuis le vaisseau géant en verre de forme sphérique plonge sur l'incroyable immensité de l'espace. Tu ne peux même plus voir la Terre, le vaisseau spatial vole vers une nouvelle destination à des millions de kilomètres. Le temps de trajet pour atteindre cette nouvelle planète d'accueil est de plusieurs décennies. Avançons un peu. Tu as maintenant 25 ans et ce vaisseau spatial est le seul foyer que tu aies connu, jusqu'à présent. Tu as appris à connaître le moindre recoin du vaisseau. Tu commences ta journée dans ton dortoir qui dispose de tous les éléments essentiels. Une petite salle de bain compacte, une mini-cuisine, un lit superposé et une vue magnifique sur les étoiles et les planètes à l'extérieur du verre renforcé du vaisseau. Et tu n'as jamais à t'inquiéter des radiations cosmiques. Le vaisseau est équipé d'un bouclier magnétique perpétuel qui reflète ces radiations afin qu'elles ne s'infiltrent pas à l'intérieur. Sinon, il y aurait de gros problèmes. Le vaisseau a été conçu pour avoir une gravité artificielle. Les astronautes perdent normalement 1 à 2% de leur densité osseuse chaque mois qu'ils passent dans l'apesanteur de l'espace, puisqu'ils ne font que flotter en permanence. Mais maintenant, ou plutôt dans le futur, durant les voyages au sein de l'espace intersidéral, nous sommes capables de résoudre ce problème. Tu sors de ton dortoir et tu vois une foule de tes collègues, membres d'équipage, qui se rendent au travail. Ils glissent tous sur leur mini hoverboard dernier cri et chacun porte une combinaison futuriste de couleurs différentes. La tienne est bleue, tu sautes sur ta planche et rejoins l'équipe bleue. Tu arrives dans le passage souterrain du transport spatial et tu commences ton travail. En tant qu'ingénieur de bord, ta mission est très importante, entretenir le vaisseau et le faire fonctionner. Mais quelque chose ne va pas aujourd'hui.
Des chiffres clignotent partout sur les panneaux et cette lumière rouge anxiogène n'arrête pas de clignoter. Tu alertes tes collègues, mais ils ne savent pas non plus ce qui se passe. Vite, tu continues à vérifier les journaux de bord et toutes les équations compliquées, mais rien ne correspond. La panique commence à se répandre dans tout le vaisseau. Les poils de tes bras se hérissent. Tu essaies de cliquer sur autant de boutons et d'interrupteurs que tu peux. Le bourdonnement devient de plus en plus fort, la lumière clignote de plus en plus vite, certains de tes collègues s'enfuient. Et tu te retrouves tout seul dans la pièce rouge. Soudain, ton superviseur arrive enfin en courant pour t'aider. Après un moment, tous les deux, vous arrivez enfin à comprendre. Ouf, c'était -1. Tu as encore beaucoup à apprendre sur la gestion du vaisseau. Depuis tes premières années, tu as été affecté au poste d'ingénieur. Tu étais doué pour la physique, la chimie, les mathématiques. C'est juste une autre journée au bureau. Mais sur ce vaisseau, tu deviendras peut-être capitaine un jour. Après le travail, tu reçois un appel de tes amis qui veulent se détendre. Et quand on dit appel, on parle d'un appareil sophistiqué qui permet de communiquer avec n'importe qui tout en voyant toutes ces données à travers une projection holographique. Tu peux aussi l'utiliser pour écouter de vieux airs de la Terre. La pop est maintenant devenue de la musique classique et les films sont désormais des projections 3D de ta propre imagination. Tu sors du passage souterrain et tu montes sur la place interstellaire. C'est là que tout le monde se retrouve pendant le temps libre. Il y a des cafés, des restaurants, un salon de coiffure et même un marchand de glace. Tu n'es jamais allé traîner ailleurs. Le vaisseau spatial ressemble à une petite ville qui possède toutes ces choses dont la société a besoin. Cela inclut une biosphère pleine d'animaux et de plantes provenant de différents écosystèmes de la Terre. Des mini-forêts tropicales, des mini-déserts, des mini-montagnes, tout ce que l'on peut imaginer. Les biologistes à bord s'assurent de garder tout cela en équilibre pour que tu te sentes comme à la maison, même si tu n'as jamais mis les pieds sur Terre. Tu entres dans la savane et tu vois quelques gazelles galoper. Des gnous semblent paître et une petite meute de lions est à l'affût. Dans la jungle, tu sens l'humidité des feuilles et tu es entouré d'épais arbustes. Quelques gorilles jouent et tu aperçois de petites grenouilles arboricoles ça et là. Et tapis dans les arbres, descendant pour boire une gorgée d'eau, c'est un jaguar. Tu passes ensuite dans le désert où tu croises des chameaux errants, un petit serpent à sonnette qui se faufile pour échapper à la chaleur et des scorpions qui rampent dans le sable. Tu as appris beaucoup de choses sur la biologie ces 25 dernières années. Tu sais tout sur la Terre, mais tu n'y es jamais allé. C'est bizarre. Après la visite des habitats naturels, tu entends une annonce au haut-parleur, c'est le capitaine. La nouvelle planète est à quelques heures d'ici. Nous arriverons plus tôt que prévu. Préparez-vous à l'atterrissage. À bord du vaisseau, tout le monde se précipite vers son dortoir, sauf les membres d'équipage nécessaires pour faire fonctionner le vaisseau. Tu t'attaches dans ton lit superposé qui se transforme en siège avec des ceintures de sécurité. Tu regardes par ton hublot et tu vois un point bleu au loin. Il devient de plus en plus gros. Et il ressemble beaucoup à la Terre, du moins de loin. Cela n'a pas pris tant de temps que cela, seulement 25 ans. Tu te demandes ce qui se passe sous le capot de ce vaisseau spatial. Tu revois ta vie dans l'espace en sachant que cette première partie touche à sa fin. C'est un peu comme vivre au pôle Sud. Tout en bas du monde vit une petite communauté de scientifiques qui travaillent entre l'hiver et l'été, faisant toutes sortes de recherches, du climat et de la géologie à la météorologie et l'astronomie. Leur vie doit être similaire à celle que tu mènes ici dans l'espace. Ils ont leur propre bunker, leur laboratoire scientifique et même des salles de loisirs pour le sport et la musique. La nature sur la planète dont tu t'approches ne ressemble en rien à celle de la Terre. Des arbres tropicaux s'élèvent plus haut que les plus hauts gratte-ciel. Les océans sont secoués par des ouragans qui durent des années. Le pilote annonce l'atterrissage. Tout va bien, il est temps de se mettre au travail. Tu te détaches et sors pour voir la nouvelle planète par toi-même. Marcher sur la terre ferme donne l'impression, d'arriver sur une nouvelle planète. L'humidité est palpable et le vent est chaud. Le vaisseau a atterri dans la zone tropicale de la planète, qui est, selon vos études, le meilleur endroit pour bâtir une toute nouvelle colonie. Cela ne va pas être facile. Les humains bâtissent généralement de nouvelles colonies à côté des lacs et des rivières. Pense aux Mésopotamiens, aux Égyptiens, aux Aztèques. La liste est longue. Ils ont commencé par de petites colonies jusqu'à ce qu'ils deviennent des méga-civilisations à part entière. En commerçant et en explorant, ils ont pu faire progresser leur technologie, apprendre de nouvelles langues et découvrir des recettes de cuisine géniales. Tu mangerais bien des pâtes et des sushis en ce moment. Selon les scientifiques, naître dans l'espace pourrait modifier l'apparence des humains. La tête des nouveaux humains pourrait être plus grosse d'ici des milliers de générations.
Qui sait? Il n'y a aucun moyen de le simuler sur Terre. Nous pourrions même avoir de nouvelles couleurs de peau puisque nous aurions besoin de plus de mélanine, cette substance pigmentaire qui nous protège des rayons du soleil. En étant plus près du soleil ou de toute masse de gaz brûlant, nous produirions plus de mélanine ou des types différents de mélanine afin de nous protéger. Nous pourrions devenir brun foncé, violet, gris ou même vert. Il faudra attendre quelques millions d'années pour le découvrir. Et sans gravité, les humains devraient s'habituer à avoir une densité osseuse plus faible, un peu comme les oiseaux. Cela signifie que nous serions probablement plus faibles que nos anciens ancêtres de la Terre et que nous aurions des comportements physiques un peu étranges. La gravité est essentielle pour notre équilibre et la mobilité est l'un des facteurs clés de la survie humaine. Donc sans gravité, nous aurions probablement des exosquelettes pour marcher et courir, ou même pour sortir les poubelles. Bon, rien de tel ne va se produire avant très longtemps. On est encore en train de réfléchir à la façon d'amener quelqu'un dans ce monde, ou hors de ce monde. Techniquement parlant, l'espace extra-atmosphérique est considéré comme étant à 100 km au-dessus du niveau de la mer de n'importe quel continent du monde. Au-delà, les possibilités sont infinies. Ok, donc tu te réveilles après une grosse fête avec tes amis, le soleil est déjà au plus haut dans le ciel, tu regardes la montre. Ah bon, il est midi? Le magasin doit être déjà fermé. Ou du moins, c'est la petite histoire que tu aimes te raconter quand tu n'as pas envie de sortir faire tes courses. Eh bien, il est temps de prendre un petit déjeuner très tardif alors. Tu ouvres le frigo. Oh non, c'est quoi cette odeur bizarre? Est-ce que c'est du fromage dans un sac plastique? C'est à peu près la seule chose qui reste dans ton frigo. Et le magasin est à presque 4 pâtés de maison. Alors, il ne te reste pas d'autre solution que de prendre ce risque. La moisissure est souvent un signe que ta nourriture est avariée, sauf quand il s'agit de fromage. Si tu le souhaites, et selon le type de moisi, tu peux enlever les parties avariées pour pouvoir manger le reste. Si par accident tu finis par manger des moisissures bizarres, ne t'inquiète pas. La plupart des types de fromage contiennent déjà une sorte de moisissure. C'est une partie importante du processus de fabrication du fromage. Il y a quelques exceptions, comme la moisissure noire et grise. Si tu vois ce genre de choses sur des fromages à pâte molle, tu vas être obligé de les jeter et de retourner au supermarché. À moins que tu ne vives en colocation avec un ressortissant de Sardaigne dont la grand-mère vient de lui envoyer la spécialité de son île, le casu marzu, alias le fromage aux asticots. Les fromagers sardes laissent leur fromage pourrir très longtemps. Et voilà, tu te retrouves avec une spécialité célèbre au goût qui brûle la langue. C'est même illégal dans certains pays. Alors avant de chercher ce morceau de fromage suspect dans ton frigo, vérifie tout de même si quelque chose bouge à l'intérieur. Si tu prépares une omelette et que tu n'as pas suffisamment d'ingrédients pour l'assaisonner, prends des coquilles d'œufs, si elles sont biologiques, fais-les bouillir et fais-les cuire à 205 degrés Celsius. Lorsqu'elles deviennent croustillantes, réduis-les en poudre et mets-en un peu sur ton omelette. Les coquilles d'œufs sont une bonne source de calcium et sont bon marché. Alors cela vaut le coup d'essayer. Si tu dois faire face à une catastrophe, prends ta tente, ta couverture et ta lampe et cours te réfugier dans les bois. Au moins, tu auras là une réserve inépuisable d'écorce d'arbres, ce qui te permettra de ne pas avoir peur de mourir de faim. Oui, nos ancêtres mangeaient de l'écorce depuis la nuit des temps. L'écorce de cannelle est l'une des plus populaires. Ne serait-ce pas formidable si tu n'avais pas à faire la vaisselle après chaque repas? Oui, je parle des assiettes et des couverts que tu pourrais manger juste après les avoir utilisés. Ce n'est pas un nouveau concept, il existe des assiettes comestibles comme les tortillas, les cornets de glace. Une entreprise indienne fabrique même des couverts comestibles à base de riz, de farine de blé et de millet depuis plus de 10 ans. Maintenant, s'ils pouvaient juste inventer un moule à gâteau comestible... Ah, tu te souviens du bon vieux temps quand tu étais plus jeune et que personne ne te lançait de regards étranges lorsque tu mangeais de la craie? C'est arrivé à mon ami, oui. Eh bien, dans sa forme la plus pure, la craie n'est que du carbonate de calcium. Tu n'obtiendras aucun bénéfice particulier pour ta santé en la mangeant. Mais c'est une substance non toxique et naturelle qui ne fera aucun mal non plus à ton corps. Les personnes qui en mangent sont généralement atteintes de pica, une maladie qui les pousse à manger des choses qui ne sont pas des aliments. Les personnes atteintes de cette maladie ont envie de manger, entre autres, du papier. L'une des raisons pourrait être que le papier est rempli de fibres et qu'elles souffrent peut-être d'un manque de celles-ci. Le papier n'est pas du tout nutritif. De plus, il est traité chimiquement, alors mieux vaut ne pas s'en approcher.
Il n'est cependant pas si rare de manger de l'argile. Dans certaines régions du monde, les gens l'utilisent pour pallier la carence en zinc. Bien sûr, il faut que ce soit une argile spéciale, purifiée et propre à la consommation. La boue. Oh, retour au bon vieux temps, passer au jardin à faire des faux gâteaux de boue. Ce n'est pas comme si tu devais manger de la terre tous les jours, mais si tu peux parler avec un expert en nutrition, tu découvriras peut-être que manger un peu de bonne boue n'est pas si mal. Certaines argiles et boues contiennent des tonnes de minéraux, si elles sont fabriquées spécialement, sans produits chimiques ou autres. Les pissenlits sont l'une des choses comestibles les plus saines que l'on puisse trouver. Vitamines, fer, antioxydants, whey, très nourrissants et mieux encore, on peut les trouver littéralement partout. Le cactus ressemble certainement à une plante qu'il faut éviter, mais si tu le nettoies et le prépares correctement, tu peux l'ajouter dans des desserts, des salades, des soupes, du pain, des boissons, tout ce que tu veux. Il a un goût, enfin, un peu gluant pour être honnête. N'oublie pas de vérifier que tu as bien enlevé toutes les épines. Tu t'es déjà baladé en regardant le ciel, quand soudain, tu vois un nid d'oiseau et tu te dis « Oh, ça pourrait être mon dîner de ce soir ?» Ouais, pas vraiment. Mais les nids comestibles ont un vrai succès dans plusieurs pays. Ils sont nutritifs, ont un goût unique, et oui, ils sont faits de la salive d'une espèce d'oiseau très spécifique. Ils sont extrêmement dangereux à récolter et difficiles à préparer. Donc si tu es intéressé pour acheter ce genre de choses, n'oublie pas d'aller au distributeur avant. Il peut coûter jusqu'à 4 000 $ la livre. Un autre article très cher, prêt à être consommé, l'or. Non pas que tu puisses manger le collier de ta mère si tu as envie d'un bon goûter, mais les paillettes ou feuilles d'or sont souvent utilisées pour décorer les aliments, surtout lorsqu'il s'agit de desserts. L'or est en fait inerte, de sorte qu'il ne provoque aucune réaction chimique dans ton corps et peut passer directement dans ton système digestif sans être absorbé. J'allais faire une blague sur la ruée vers l'or, mais non, je ne la ferai pas. Certaines cultures avaient l'habitude de faire bouillir, d'attendrir et de mâcher du cuir lorsqu'elles n'avaient plus de nourriture. Même si tu voulais essayer aujourd'hui, tu ne peux pas car de nos jours le cuir est traité chimiquement, donc c'est pratiquement interdit. Que ferais-tu si tu tombais sur une tarentule? Si c'est au Cambodge, un stand de tarentule, eh bien, mange-la. C'est un snack classique cambodgien. On dit que le goût de la tarentule est similaire à celui du crabe. Alors, ouais, tu me diras si c'est vrai. Les tarentules ont certainement plus de chair que les sauterelles, que l'on trouve aussi dans les menus en Asie et dans certaines parties des Amériques. Les tarentules et les grillons sont riches en protéines et tout à fait comestibles. Bien sûr, tous ces petits trucs doivent être élevés et préparés par des experts. Tu ne peux pas juste te balader en ramassant des insectes au hasard et les manger. PS, on dit que les sauterelles ont un goût de sardine. Tu veux tester ? Un après-midi normal, tu es assis sur ton canapé devant la télé à te demander quel goûter correspond le mieux à ta session glande Netflix. Oui, d'accord, des biscuits aux pépites de chocolat pourraient faire l'affaire, mais pourquoi pas des biscuits aux guêpes ? Ouais, la prochaine mode, ce sont des biscuits fourrés aux guêpes. Ces crackers de riz aux guêpes viennent du Japon. Les guêpes sont élevées spécialement, juste pour finir dans ces biscuits. Et non, les fabricants ne se promènent pas en ville avec un filet. Une autre chose insolite du Japon est le poisson globe fugu. Il faut beaucoup d'expérience professionnelle pour bien le préparer, car il est plein de poisons toxiques. Une bonne portion peut te coûter jusqu'à 120 $. Une fois que le chef cuisinier agréé sépare les parties empoisonnées, elles sont jetées dans un récipient en métal qui est fermé à clé avec un cadenas. Il est ensuite transporté dans un marché aux poissons certifié pour être brûlé. C'est trop toxique pour être mis à la poubelle. Imagine que ton travail consiste à ramasser des œufs de fourmis et que tu es payé au kilo. Combien de temps faudrait-il pour en ramasser suffisamment ? Eh bien, si tu déménages au Laos, tu le découvriras peut-être. Ils ont l'une des soupes les plus particulières du pays, la soupe aux œufs de fourmis blanches. Le goût ressemble un peu à celui des crevettes, donc ça vaut la peine d'essayer. Ou tu peux simplement prendre une soupe de crevettes, cela dit, maintenant que j'y pense. Les œufs de 100 ans sont quelque chose que l'on peut trouver en Chine, et non, désolé les gens, ils ne sont pas vieux de milliers, de centaines ou même de dizaines d'années. Il ne faut généralement que quelques mois pour les préparer, mais la façon dont on le fait est assez intéressante. Ils sont immergés dans de l'argile ou de la boue. C'est une technique que les Chinois pratiquent depuis des siècles. Elle permet de préserver tous les grands bienfaits des œufs. Que se passe-t-il donc à l'intérieur de l'œuf ?
En gros, l'ammoniac et le soufre s'accumulent dans le jaune et on observe d'étranges motifs ressemblant à des flocons de neige et une couleur ambrée à l'extérieur de l'œuf. Apparemment, il dégage une assez forte odeur d'ammoniac. Oh, la beauté des aliments qui sentent le pourri. Mouais. C'est une belle journée pour une promenade en bateau dans les marais. S'il n'y avait pas ces moustiques, la journée serait parfaite. Mais pour une raison inconnue, les moustiques continuent de grossir à mesure que tu t'enfonces dans le marécage. Au départ, ce n'étaient que de minuscules insectes, presque invisibles, et ils peuvent maintenant avoir la taille de ton pouce. Tu peux entendre leur bourdonnement lorsqu'ils passent devant toi. Tu t'enfonces plus profondément pour chercher à savoir pourquoi ils sont si gros. Finalement, tu vois un grand essaim de moustiques, de la taille de ta main, qui bourdonne. Ils te remarquent et commencent à voler vers toi. Tu attrapes une branche et tu commences à fouetter l'air pour les écraser. Tu cours jusqu'à ton bateau et essayes de t'échapper, mais ils te suivent et certains parviennent à se poser sur toi. Tu les écrases, mais d'autres, de la taille de ballons de basket, sortent de nulle part. Tu démarres ton bateau et tu retournes à toute vitesse sur la terre ferme. En arrivant, tu vois tout le monde s'enfuir en courant, en panique, à cause des moustiques géants. Certains d'entre eux sont aussi massifs que de gros chiens. Les gens se réfugient sous les tables de pique-nique, tandis que d'autres courent jusqu'à leur voiture et démarrent en trombe. Tu descends de ton bateau et cours vers le supermarché le plus proche, en même temps que des dizaines de personnes. Les employés verrouillent les portes. Mais à travers les grandes baies vitrées, tu peux voir les moustiques qui se multiplient. Ils sont de plus en plus gros, il y en a même un aussi gros qu'une voiture, qui passe en trombe. Il est si lourd qu'il a atterri sur une voiture vide et l'a écrasé. Les gens se tassent au fond du magasin. Tu essayes de calmer tout le monde et leur dis de ne pas faire de bruit. Les moustiques se posent sur la baie vitrée et bloquent la lumière naturelle. Il commence à faire sombre à l'intérieur. Quelqu'un augmente le volume de la télévision pour diffuser les dernières nouvelles. Les moustiques se déchaînent sur tout le continent, détruisant les ressources naturelles et envahissant les villes. Les gens sont invités à rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Les moustiques remarquent qu'il y a des gens dans le magasin. Alors ils essayent d'entrer de force. Un moustique de la taille d'une voiture vrombit dans le ciel, inconscient de ce qui se passe en bas. Tout le monde entend du bruit provenant de l'arrière-boutique. Les employés se rendent compte qu'ils n'ont pas verrouillé la porte. Un gros moustique entre et renverse tout. Tout le monde court dans tous les sens, paniqué, en lui jetant des objets au hasard. Certaines personnes prennent un extincteur et l'aspergent jusqu'à ce qu'il s'envole vers l'arrière-boutique. Les employés verrouillent la porte et la barricade pour que rien ne puisse plus entrer. Tout le monde attend nerveusement. La télévision diffuse un reportage en direct sur les moustiques géants qui volent partout. Un hélicoptère est obligé d'atterrir car les moustiques volent furieusement dans le ciel. Tout le monde frissonne en entendant le bruit d'autres moustiques qui bourdonnent près de la porte arrière. Les heures passent et d'autres moustiques arrivent sans cesse. Il n'y a personne dehors. Et une grande partie de l'aménagement urbain et du parc est détruite ou envahie par les insectes géants. Certaines personnes grignotent ce qu'elles peuvent tandis que d'autres dorment. Un bulletin spécial interrompt le reportage et montre qu'il y aurait des bus blindés prêts à embarquer les gens près de l'aire de pique-nique sur l'autoroute. Ces bus ne se rendront pas au point chaud du centre-ville, car ce serait trop dangereux. Le seul moyen de monter à bord est d'être sur l'autoroute dans 2 heures. Tout le monde essaye d'appeler ses proches, mais les tours de téléphonie cellulaire ont été détruites et personne ne peut plus appeler personne. Le moustique qui s'est introduit il y a un moment a détruit la seule ligne fixe qui était présente. Les gens se disputent pour savoir s'ils doivent rester ou partir. D'autres insectes recouvrent les seules zones claires du ciel jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Les gens se divisent en 2 groupes, ceux qui veulent partir pour prendre le bus et ceux qui veulent rester. Les employés connaissent un chemin de traverse qui peut rapidement mener à l'autoroute. Le seul problème est que cela prendra environ 20 minutes à pied, car il n'y a plus de voitures en état de marche. Le chemin est délicat. D'abord, il faudra s'échapper par l'entrée principale et se diriger vers la forêt, derrière les bennes à ordures. Là-bas, il faudra entrer dans un bâtiment, puis descendre dans les égouts, ce qui mènera au lac à côté de l'autoroute. Le premier groupe décide de partir. Il prépare des provisions en vue de l'évasion. Chaque seconde, de nouveaux moustiques arrivent, obscurcissant le ciel. Les gens s'équipent de tout ce qu'ils peuvent trouver pour se protéger. Les moustiques sont attirés par le dioxyde de carbone que les gens expirent et ils savent qu'il y a une source provenant du magasin. Une fois que tout le monde est prêt, les membres de l'expédition prennent des torches de fortune et les allument. Ils ajoutent un peu d'alcool à brûler pour entretenir le feu. Tu fais partie du groupe qui prévoit de s'échapper. Les portes s'ouvrent et tout le monde s'enfuit derrière la benne à ordures.
de nombreux moustiques tentent de vous attaquer, mais la fumée du feu les repousse. Chaque seconde, de nouveaux moustiques envahissent le ciel et les environs. De nombreuses personnes finissent par rentrer en courant dans le magasin, car elles n'ont pas pu passer la benne à ordures pour atteindre l'autre bâtiment. Finalement, le reste du groupe, toi y compris, courait vers le bâtiment, mais il est verrouillé et personne ne peut enfoncer la porte. Le plan B consiste à casser une fenêtre et à ramper à l'intérieur. Tu attrapes une pierre et brises la fenêtre la plus proche. Le seul problème est que les moustiques peuvent vous suivre à l'intérieur. Alors, sans aucune autre option, vous courez jusqu'au sous-sol du bâtiment pour trouver l'entrée des égouts. Ouf, tu l'as trouvé et tout le monde descend. Pas de moustiques en vue, seulement des rats. Vous vous enfoncez dans l'eau des égouts jusqu'aux genoux, mais vous devriez atteindre la rivière en quelques minutes. Le problème, c'est que l'égout ne mène pas vers le lac, mais quelque part au fond des canalisations. Vous le suivez quand même jusqu'à ce que vous voyez ce qui ressemble à une sortie. Vous sortez donc et vous vous retrouvez près d'un collecteur où toutes les eaux rejetées mènent à côté du marais. Le seul problème est que vous n'êtes plus à côté de l'autoroute et que le temps presse. De nouveaux moustiques envahissent les airs, mais ils ne prennent pas vraiment la peine de s'intéresser à vous. Tu remarques des créatures de la taille de chat qui flottent sur l'eau. Ce sont des bébés moustiques ou des larves et ils viennent vers vous. Toi et tous les autres nagez pour sauver votre vie jusqu'à la rive. Le moustique géant alpha s'envole dans les airs et plonge en piqué pour essayer d'attraper quelqu'un, mais il le rate. Tout le monde arrive à l'épaisse zone marécageuse où aucun moustique géant ne peut pénétrer. Vous vous couvrez de branches pour vous protéger. Il reste 15 minutes avant l'arrivée du bus blindé. Puisque les moustiques ne peuvent pas entrer, ce sera le meilleur endroit pour se cacher en attendant. L'obscurité tombe et toujours pas de bus. Cela fait 3 heures et rien. Les moustiques bourdonnent toujours et tout le monde se sent mal à l'aise sous les buissons épais. Au bout d'un moment, vous entendez un moteur et voyez des lumières clignoter sur l'autoroute. Tout le monde se lève et court vers le bus. Mais tu les arrêtes pour ne pas attirer l'attention des moustiques. Tu te portes volontaire pour te faufiler et arrêter le bus. Puis tous les autres pourront suivre sans trop attirer l'attention. Tu déplaces quelques branches, enjambes quelques écorces d'arbres et rampes jusqu'à l'autoroute. Tu essayes de retenir ta respiration pour ne pas faire trop de bruit. Tu atteins le bord de la route et agites les bras pour arrêter le bus. Il s'arrête et la porte s'ouvre. Tu fais signe au reste des gens de venir et ils te rejoignent. Tout le monde est à l'intérieur et en sécurité. Quelques moustiques vous remarquent et commencent à picorer le bus. Mais le blindage est solide. Le bus part à la recherche d'autres personnes le long de la route. Et soudain, un véritable colosse atterrit devant lui. Le bus s'arrête et tu vois un moustique de la taille d'un Boeing 747. Il te regarde droit dans les yeux. Il se prépare à attaquer, mais le bus accélère sous ses pattes et repart. Le moustique s'envole et essaye de rattraper le bus. Mais vous entrez dans un tunnel qui mène à l'autre côté de la montagne. Après quelques minutes, vous arrivez dans une zone ouverte, sans arbres ni bâtiments. Le bus accélère tout en esquivant les obstacles sur son passage, sur son chemin. Enfin, tu remarques que vous êtes près du supermarché où vous vous étiez réfugié. Le bus ouvre la porte pour que toutes les personnes à l'intérieur soient emmenées dans une zone sûre. Des volontaires expliquent que le monde entier est envahi par ces créatures géantes. Au passage, tu vois un moustique hybride qui a 2 têtes et une queue de scorpion. Il est aussi grand que la statue de la liberté et il est prêt à attaquer. Ce qui provoque la croissance anormale de ces moustiques les transforme aussi en hybrides et en mutants. La journée avait pourtant si bien commencé.